J'ai remporté la grande guerre contre les immortels, ramenant la paix sur le continent pour des siècles, le moment idéal pour ma retraite solitaire. Mais mes disciples ont versé des larmes en apprenant que j'allais disparaître si longtemps, c'était un vrai drame. Malgré tout, j'ai tenu bon, leur disant de se faire un nom pendant mon absence. Des siècles plus tard, je suis revenu fendant une montagne d'un simple geste. Personne ne m'a reconnu, certains ont même osé m'attaquer, mais ils n'avaient aucune chance, évidemment. Là-dessus, je suis allé retrouver Luan Janer, ma disciple principale, mais quelque chose avait changé. La petite Janer d'antan avait grandi de façon disproportionnée et me regardait d'une drôle de manière. Elle maîtrisait mes techniques, mais voulait maintenant me vaincre en combat, sur des matelas, s'il vous plaît. Craignant que je ne m'échappe, elle a attaqué ma jambe sans pitié, mais mon corps immortel n'a rien senti. D'un simple mouvement de paume, j'ai montré ma supériorité, mais le résultat n'était pas tout à fait celui que j'attendais, disons. J'ai été sauvé juste à temps par un informateur signalant des manuscrits volés. J'ai donc décidé de m'en occuper personnellement. Je suis fier de Janor, mais son comportement a bien changé. Je suis allé en ville pour un groupe secret d'informateurs qui utilisent encore les mêmes codes. D'après ce petit oiseau en papier, c'est mignon. L'informatrice, elle, est une mangeuse de ramen dont les calories ne vont qu'à un seul endroit, apparemment. Je prononce le code secret pour l'info, mais cette sacrée informatrice croit que je me moque d'elle. Elle claque la table, me traite d'idiot et me dit de dégager la classe. Mais je sais qu'elle fait semblant, alors je lui touche l'épaule et dis « J'ai déjà donné le code, arrête de jouer la comédie !» Étrangement, elle a une réaction particulière. L'informatrice se demande « Pourquoi mon corps brûle-t-il comme du miel épais à l'intérieur ?» Un seul de ces contacts a suffi à presque extraire mon élixir de solitude. Je suis sûr que cet homme est destiné à être mon partenaire de cultivation. Le pauvre protagoniste n'a aucune idée qu'il vient de s'attirer des ennuis. Soudain, elle me saisit la main et dit qu'elle m'attend depuis longtemps, mais pour une raison quelconque, je sens que cette fille a des arrière-pensées. C'est louche. Au moins, elle m'emmène dans une arène où des artistes martiaux se disputent un livre et dit « Si tu peux obtenir le livre, j'accepte de faire. » Avant qu'elle ne finisse, je marche déjà vers l'arène, car le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas ? Un des anciens tente de m'attaquer, hurlant que je ne partirai jamais avec ce trésor. L'explosion ravage la zone, mais quand la fumée se dissipe, je suis intact. D'autres s'énervent et tentent de m'attaquer, mais les pauvres n'ont aucune chance, vraiment. D'un mouvement rapide, j'apparais derrière le vieil homme et lui donne une pichenette sur le front. Il n'a jamais eu la moindre chance. Étrangement, le vieil homme commence à devenir fou. Son énergie s'étend et d'étranges particules tombent du ciel, c'est bizarre. Tout contact provoque une explosion dévastatrice et tout le monde fuit désespéré. Mais pour moi, c'est aussi inoffensif que de la neige. J'allais purifier le ciel de cette tribulation maléfique, mais ma chère informatrice a voulu me protéger avec ses sphères alimentées au ramen, c'est mignon. Physiquement parlant, c'est une barrière assez grande et confortable pour être honnête. Chow Chow a dû avoir un passé difficile et malgré tout, elle a décidé de se sacrifier pour moi, sortant un talisman des profondeurs des montagnes de chaleur, c'est touchant. Mais c'est bon, Chow Chow. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te sauver. L'attaque des tribulations nous frappe directement et ce maudit possédé rit à nos faces jusqu'à ce qu'il prenne une pierre en pleine tête. Tu es fort, vieil homme, mais détruire des vies juste pour un livre céleste montre que tu ne vaux rien, lui dis-je avec conviction. Il tente un coup à la Sasuke Uchiha avec 30 signes de main, mais perd face au bon vieux combo jab direct. Là-dessus, je récupère le livre qui m'a toujours appartenu et utilise une technique pour tromper la mort et la douleur, ramenant à la vie tous ceux qui avaient été affectés en ce lieu, c'est ma spécialité. Malheureusement, la pauvre Chow Chow s'était évanouie. J'ai dû l'aider à se relever, une tâche ardue, mais en homme honnête, j'ai fait mon devoir. L'autre vieil homme, voyant le héros partir, s'écrie, pensant qu'il n'aurait jamais deviné qu'un jeune gars comme ça s'emparerait du livre. C'est la surprise. Exact. Puis un des serviteurs appelle l'homme. Le gars dit qu'il a un accord avec l'équipe de l'impératrice, se demandant pourquoi il est là maintenant. Mais le serviteur lui chuchote quelque chose à l'oreille, un secret, sans doute. L'homme s'approche du héros, lui chuchotant un code, disant qu'il s'est trompé de personne, mais le gars dit qu'il gardera le silence et respectera son nom pour toujours, se présentant comme Zisheng, fils de Kong Sheng. Choqué quand l'homme prononce le nom de son père, et à ce moment-là, Yantan se réveille plus tard dans un manoir, c'est un rebondissement. Le vieil homme interroge la petite fille sur la blessée, mais elle dit que le doc a tout essayé, la personne dort toujours. Le vieil homme mentionne avoir entendu que la femme était l'acolyte du propriétaire du livre céleste et la fille confirme. Oui, elle s'est blessée en le protégeant, lui demandant de l'examiner. Mais Yantoan était déjà MIA, caché. La fille pensait que si elle faisait la morte, on s'occuperait d'elle, mais non. On s'occuperait d'elle, mais il a juste tourné les talons, se demandant s'il complotait dans son dos. Alors que Yantan marchait, elle a repéré un de ses talismans, se disant que peu importe la vitesse à laquelle il courait avec son talisman, le garçon était fichu, c'est clair. Vérifiant la porte, la fille essaie d'écouter, se demandant pourquoi c'était si silencieux. Puis, pour résoudre son problème, elle perce un trou dans la porte pour jeter un œil, mais elle est choquée par ce qu'elle voit, c'est incroyable. Shen était juste en train de tâter la poitrine du vieil homme. Le protagoniste, voyant la marque sur la poitrine de l'homme, pense qu'il était vraiment le fils de Kong. Zixing dit que c'était une marque des enseignements de son père et un symbole familial, demandant si Shen le croyait maintenant, enfin.
Alors Shen dit qu'il se souvient quand son père est parti en guerre avec lui et qu'en un éclair il avait beaucoup grandi, demandant ce qui se passait. Zisheng dit qu'il avait peur de quelque chose d'inconnu il y a 40 ans. Quand son père était sur le point de passer l'arme à gauche, il l'a appelé pour lui transmettre le poste de seigneur de la ville, et à part lui et son père, il y avait une autre personne dans la pièce, un mystère. Une figure mystérieuse demande à Zisheng s'il serait le prochain chef de la ville, disant qu'il semblait avoir une longue vie devant lui. Mais Zisheng répond qu'il n'était qu'un fils prenant la place de son père en tant que seigneur. La personne dit qu'il était super obéissant et c'est pourquoi Kong l'aimait tant, c'est clair. Et en plus de garder le livre céleste, elle voulait que l'homme transmette un message. Quand le livre céleste trouverait son maître, il devrait l'apporter à la grotte des gourmands. De retour au présent, Zisheng dit qu'il devrait garder sa secret de Janor, c'est important. Le protagoniste se sent mal à l'aise, demandant si c'était bien la personne à laquelle il pensait, mais Zixing confirme que c'était sa troisième disciple, Loyan, disant qu'elle régnait sur le continent sud il y a des lustres et elle a été considérée comme une boss mondiale, rien que ça. Shen est secoué, ses disciples se surpassant les uns les autres, pensant au nom de la grotte, se demandant si ce n'était pas la montagne où il fabriquait des potions avec sa troisième disciple. Puis Zisheng s'agenouille devant lui, c'est inattendu. Le protagoniste demande ce qu'il fait. Zisheng dit que le poste de seigneur de la ville ne devait pas être le sien, car son père voulait rencontrer personnellement le propriétaire du livre céleste. En larmes, il dit qu'il ne devrait pas l'embêter avec ça, mais qu'il a besoin de son aide, c'est un appel au secours. Mais Shen dit que son père et lui étaient proches, donc il ne pouvait pas l'ignorer, demandant où était son père. L'homme dit que son père est dans un profond sommeil dans les montagnes de Kunlin, demandant au protagoniste de trouver sa disciple d'abord, c'est la priorité. Yantan, voyant ça, pète un câble, traitant le protagoniste de pervers et se méprenant totalement, disant que c'était un mensonge, que Zisheng avait besoin d'une discussion secrète et que c'était juste une excuse pour faire des bêtises, la rage. Furieuse, elle dit qu'elle a attendu une éternité pour cette chance, demandant s'ils se moquaient de la fille ou qui faisait irruption. Elle leur lance une pilule. Le protagoniste à terre, Yantan, dit que peu importe sa force, s'il sniffait sa pilule, il serait assommé, avec un sourire malicieux, c'est garanti. La fille dit qu'un gars de haut niveau comme ça devrait être à elle, mais elle aperçoit un parchemin lumineux à côté d'elle et commence à halluciner. Apparemment excitée, Yantan demande si quelque chose comme ça se trouvait dans le livre céleste, c'est une révélation. Voyant quelque chose de brillant, elle demande de quelle couleur c'était, se demandant ce qui se passait. Plus tard, la fille était devant le protagoniste puis s'assied sur Shen. Shen, toujours dans les vapes, demande si c'était l'odeur de l'élixir alcoolisé, remarquant quelque chose de glissant et de doux, c'est étrange. Ouvrant les yeux, le protagoniste est stupéfait. Voyant la fille sur lui, demandant ce qu'elle faisait, embarrassé, Shen essaie de se lever, disant à Yantan de reculer. Le garçon, se remémorant ses souvenirs avant de s'évanouir, se souvient d'Yantan faisant irruption, disant des choses aléatoires, et insistant que rien d'étrange ne s'était passé, c'est le chaos. Puis Yantan, serrant le protagoniste, se fait demander ce qu'elle fabrique, puis elle lui plante un baiser et commence à le renifler comme un chiot, laissant Shen super rouge, la suppliant de se calmer, mais non, elle lui attrape la main et se met à lui lécher le doigt, c'est inattendu. Oui, vous avez bien lu, le cerveau de Shen se dit « Est-ce que c'est vraiment en train d'arriver ?» Il aperçoit le livre céleste grand ouvert, puis il se dit « Et agis normalement, s'il te plaît !» Elle commence à agir comme un chien et Shen pense « C'est une catastrophe totale !» car Shen avait caché des tas de trésors dans le livre céleste et pour garder le secret, il avait jeté un sort qui lave le cerveau de quiconque y jette un œil, les transformant en chiens. C'est malin, mais là... Alors Shen se dit, elle a jeté un œil au livre, marmonnant qu'il ne peut pas rester les bras croisés, il soupire. Quel gâchis! Il lui donne une légère tape pour la réveiller. Shen dit, Yantan a de la chance, c'est moi qui l'ai trouvé après tout. La règle de non-indulgence prend l'âme d'un chien et la mélange à celle d'un humain, et s'il essayait un sort normal pour la briser, elle deviendrait juste une idiote totale. Alors Shen plaque Yantan, retire l'âme du chien, disant qu'elle sera bientôt de retour à la normale, c'est un processus délicat. Puis elle s'évanouit et Shen se dit « Mission accomplie !» Puisqu'elle a traversé beaucoup d'épreuves, il pense que le livre céleste devrait lui offrir de doux rêves, disant que quand Yantan se réveillera, la malédiction aura totalement disparu, et puisqu'il l'a aidée, elle devrait garder sa secret, c'est la règle. Alors Shen se dit « Je dois aller à la grotte des gourmands, et je devrais filer pendant qu'il dorme pour éviter les conversations gênantes. » Alors qu'il part, Yantan lui attrape la chemise. Shen se dit « Tu es encore éveillé ?» La regardant, elle dit « Je te couvrirai totalement, compte sur moi. » Et en larmes, Yantan dit « Je ne veux pas être seul ». Soupirant, Shen décide de rester, disant qu'il attendra qu'elle se réveille avant de partir, mais c'est Zisheng qui se réveille en premier, tout confus de s'être assoupi et de savoir où Shen est allé, c'est le comble. Plus tard, une des disciples de Shen demande à sa servante pourquoi Shen est MIA, mais la fille dit « Quand je suis arrivée, il était déjà parti, envolé ». L'autre femme dit « Pas question, je suis la disciple principale, il ne ferait jamais ça ». Il ne partirait pas sans prévenir, mais la fille dit qu'elle a entendu parler d'une femme qui lui a sauvé la vie et s'est retrouvée dans le coma. La disciple dit « Tu dis ça juste pour éviter les ennuis ». Mais la servante répond « Shen cherche des médicaments pour la sauver et l'a emmenée avec lui, c'est la vérité ». L'impératrice sourit, pensant que Shen aime toujours le type demoiselle en détresse. Puis elle commence à se changer, disant qu'elle ramènera Shen personnellement. Une de ses servantes dit « Vous ne pouvez pas faire ça ». Mais elle se tait en voyant le regard de l'impératrice qui lui demande si elle essaie de lui dire quoi faire, c'est oser.
À ce moment-là, la servante s'agenouille, implorant le pardon. Réfléchissant à la situation, elle soupire, disant que l'aîné de la rivière de sang est devenu super fort et recrute dans le nord, donc elle ne peut pas partir. Puis un des généraux de l'impératrice apparaît, prêt à recevoir des ordres, comme toujours. L'impératrice lui dit d'aller chercher Shen et de faire passer un message. Shun dit « Ne vous inquiétez pas, Kang Yuan n'est qu'un endroit. » Retour à Shen. Yantan est réveillée, demandant où elle est, et Shen se dit « Pourquoi es-tu si agaçante, bon sang ?» Pour la semer, il utilise le mode furtif du livre céleste, mais elle réapparaît quand même. La fille dit « L'odeur est toujours là » et Shen se demande si elle est toujours en mode chien, tirant quelque chose de sa poitrine. C'est curieux. Elle dit « Je ne peux pas m'en empêcher » et même si le talisman est précieux, l'utiliser sur Shen n'est pas un gaspillage car il le trouvera. Alors Shen se dit « Elle n'abandonne toujours pas » et écrase le talisman, c'est radical. Puis Yantan le repère. Shen pense qu'elle ne peut plus le suivre car quoi qu'il arrive, il ne peut pas l'emmener à la grotte des gourmands. Mais Yantan chuchote demandant s'il la déteste, s'excusant d'avoir causé le chaos à la conférence de Tianqiu, mais son envie de le sauver, même au péril de sa vie, était réelle, sincère. Shen la regarde parler, hésitant à dire quoi que ce soit, mentionnant que son temps est compté, mais elle avait un grand souhait avant de passer l'arme à gauche, disant qu'elle avait essayé 1000 fois et était maintenant sûre que Shen était le seul à pouvoir l'aider, lui disant qu'il pouvait rire tant qu'il voulait car elle travaillerait gratuitement. Mais avant qu'il n'accepte, elle le supplia de ne pas abandonner, car elle voulait qu'il la traite comme un chiot fidèle et était prête à tout pour que cela arrive. Alors Shen pousse un grand soupir et désactive son invisibilité, rendant Yantan super heureuse, car boum, il était vraiment là, le remerciant, promettant plus de drames, demandant s'il aimait les chiens et disant pas besoin du livre céleste, il pouvait juste faire semblant, c'est adorable. Mais le garçon reste silencieux depuis qu'il a désactivé le livre. Yantan pense que c'est cool parce qu'il est prêt à aider, exact. Puis la fille est poignardée à la poitrine alors qu'elle tombe au sol. Yantan ne comprend rien à ce qui vient de se passer, se demandant pourquoi ça s'est passé comme ça, mais Shen est tout aussi confus parce qu'il s'est produit, c'est un choc. Elle discutait et puis bam, elle s'est évanouie. Mais alors le protagoniste aperçoit quelque chose. En regardant autour de lui, Shen se dit qu'il y a quelque chose de louche. À ce moment-là, l'impératrice apparaît devant le garçon, c'est une surprise. Shen demande si c'était Janur et la fille dit « Pourquoi n'as-tu pas tenu ta promesse? Tu te défiles ?» Le garçon hésite disant « Ce n'est pas ça ». Puis l'impératrice dit « Tu aurais pu au moins envoyer un message, ça ne valait pas la peine d'y penser, sérieusement ?» Mais le protagoniste dit « Non, ça ne vaut pas le coup » et lance une attaque sur l'impératrice. Voyant la fille, Shen se dit « Ce n'est pas Janur ». Puis pouf, l'impératrice se transforme en âme, c'est magique. Le garçon se dit « Je m'y attendais », juste un délai expliquant que les retardataires sont des esprits donc qui se nourrissent des émotions des cultivateurs, utilisant des illusions pour les manipuler. Maintenant, l'illusion jusqu'à ce que leur cible soit totalement épuisée. C'est diabolique. Shen devine qu'Yantan s'est évanoui à cause de ça. Mais la nuit est le moment idéal pour les esprits de jouer avec les illusions, alors pourquoi apparaître le jour? Examinant la fille, le protagoniste voit des esprits essayer de la posséder, mais Shen fait un signe de main et les esprits disparaissent comme par magie. Mais quelque chose ne va pas car elle est toujours inconsciente, le faisant se demander si elle est trop loin. Puis, dans le passé de Jantan, la fille chante, demandant si sa sœur voulait un faucon de cristal, mais quand elle se retourne, ce n'est qu'un tas de corps, c'est horrible. Jantan se dit « Ça ne sert à rien ». Elle a toujours été seule, pensant que tout le monde voulait sa peau, esquivant les chasseurs encore et encore, se demandant combien de temps elle pourrait tenir. Puis une femme l'appelle, la nommant sa disciple. Yantan se demande si elle a laissé quelqu'un en vie, questionnant ce qu'elle raconte, c'est suspect. Se levant, la femme lui dit de se calmer. Elle expliquera, disant qu'elle est la grande devineresse de la secte Xuanji, et il y a des lustres, ils lui ont envoyé un message pour aller à l'ouest et trouver sa disciple destinée, c'est une mission. Sarcastiquement, la fille dit « Puis-je vous appeler maître et êtes-vous prête à tout donner ?» Elle voulait sa vie, poignardant la femme, disant qu'elle avait rencontré des tas de gens comme ça, voulant utiliser le rôle de disciple pour l'entraîner dans une boutique d'élixir, c'est une arnaque habituelle. Une fois que les cultivateurs ont découvert qu'ils pouvaient raffiner à travers elle, toutes les règles ont volé en éclats. Retour au présent, Yantan se dit « Pourquoi ne peuvent-ils pas juste la laisser tranquille ?» Mais alors, elle commence à se sentir faible. Sa cultivation est épuisée, se demandant si c'est la fin, c'est désespérant. Yantan n'a ni famille ni amis. Alors, sa vie va juste se terminer, disant qu'elle a éliminé des tas de méchants parce qu'elle n'avait pas le choix, suppliant les cieux pour une vie normale. Mais alors, une voix derrière elle dit « Pourquoi attendre la prochaine vie, hein ?» Regardant, Yantan voit la femme toujours vivante, disant qu'elle peut le faire maintenant et que tout ce que le maître a à faire est de transférer son énergie pour sauver Jantan. Puis la fille, Omnorochidawashi, commence à pleurer à chaudes larmes, demandant si elle peut vraiment continuer à vivre, c'est bouleversant. La femme dit « Oui, et pas seulement ça, elle peut avoir une bonne vie à partir de maintenant. » Mais plus tard, son maître est parti. Jantan se dit « Pas de souci, c'est à mon tour de la sauver. Tout ce dont elle a besoin, c'est de trouver quelqu'un avec un corps sacré et de faire une double cultivation, c'est le plan. » Retour au présent, Shen se dit que les esprits la dévorent. Elle ne peut plus tenir longtemps, disant qu'il doit gérer ça vite. Puis un tas de clones de l'impératrice apparaissent, étreignant le protagoniste et l'invitant à s'amuser, lui demandant s'il la voulait de face ou de dos. C'est osé. Mais à ce moment-là, Shen sort de la magie pour calmer les esprits. Un esprit reste, disant que le garçon est super fort, demandant si Shen aimait ce jeu, disant que Janor avait des sentiments pour lui. Puis l'esprit marche sur le protagoniste, disant que les filles aiment être la patronne, alors il devrait juste se détendre là comme un bon garçon. Mais soudain, la fille sent son ventre brûler, demandant ce que le garçon fabrique.
tenant son pied, c'est surprenant. Shen, tu ne connais pas le point de plaisir, un point d'acupuncture qui procure une expérience super géniale. L'impératrice est toute troublée, lui disant de la laisser partir. Puis le protagoniste commence à charger une attaque, disant que pour la combattre, il doit abandonner ses désirs humains et se concentrer sur ses objectifs et donner encore plus de plaisir. C'est une technique, elle montre sa vraie forme. Si Shen l'a laissé partir, qui sait combien de personnes seraient blessées, c'est effrayant. L'esprit dit qu'elle est vraiment Yaener, demandant comment il pouvait être si méchant pour la faire souffrir, mais le garçon dit que le nom de Yaener ne devrait même pas sortir de sa bouche, c'est une insulte. Elle a été laissée pour compte après avoir subi la pénalité de raffinage pour sauver la secte, se débarrassant du poison de ses os pendant un mois entier sans pleurer une seule fois. Au lieu de ça, elle se sentait mal pour ses jeunes sœurs cachées dans l'obscurité, se blâmant de ne pas avoir été à la hauteur de leurs espoirs, demandant comment Janer pouvait charmer les autres pour ses propres désirs, car elle n'était qu'une créature mue par la luxure, volant les autres. Mémoire, et se moquant d'eux, demandant si cela la faisait se sentir toute puissante. Puis il frappe l'esprit là où sa vraie forme a été révélée. Voyant J'entends au sol, l'esprit pense que cette fille était toujours perdue dans son rêve, alors elle pourrait prendre son corps et recommencer à zéro. Mais à ce moment-là, elle est le couper en deux, mais ce n'est pas le protagoniste qui a fait ça, c'est un mystère. Vérifiant où se trouvait l'esprit, il y avait une épée là, puis une figure mystérieuse apparaît, c'était la fille que l'impératrice avait envoyée auparavant. Une légende dit qu'un coup de pied immortel à l'ouest du continent de Kangyu a créé un mouvement secret où deux cultivateurs ont avalé une pierre mystérieuse pour sacrifier leur bébé spirituel au monde extérieur. C'est une histoire ancienne. Avec la bénédiction de la formation sanguine, les deux pouvaient discuter librement et partager leur niveau de cultivation et leurs histoires. La personne qui a créé ce mouvement l'a appelé interlude psychique. Puis la femme dit qu'il se souvenait encore de Janer. Shen mentionne que son bébé spirituel était une chose rouge rare, vue seulement une fois tous les 10 000 ans, c'est exceptionnel. Puis la femme demande pourquoi Shen reculait, car il s'amusait comme un fou avec l'esprit et avait donc oublié de retourner en ville, c'est ça l'excuse ? Le protagoniste devient tout timide, demandant si elle avait vu toute la scène, mais la fille dit qu'elle a tout vu du début à la fin, et en plus, Janer savait déjà tout, demandant si le protagoniste cherchait des médicaments pour J'entends et ne retournait donc pas en ville, laissant Shen tout perplexe, ne sachant pas de quoi elle parlait, c'est un mystère. Alors le garçon raconte tout à la femme, pensant que cette fille était venue le trouver pour lui transmettre un message de Janer, lui disant de ne pas regarder d'autres filles. La fille dit que même si Janer s'était trompée, pourquoi J'entends continuerait-elle à le suivre tout ce chemin, c'est illogique. Mais Shen mentionne qu'elle avait une raison secrète, car elle avait besoin de son aide. Réfléchissant aux mots du protagoniste, la fille Wade pense qu'il ne la voyait pas comme une fille. Shen dit qu'il ne savait pas comment aider, mais quand elle était malmenée par l'esprit, la fille l'a appelée maître, demandant si Shun pensait que Janur ne se mêlait pas des affaires des autres. C'est une question. Mais la jeune femme reste silencieuse, se remémorant le passé où Janur la soutenait. Elle ne peut pas se laisser abattre car maintenant elle est la démone suprême et tout le monde la connaît comme une tueuse et une combattante redoutable. Mais Shen trouve ça complètement dingue. Si c'était le cas, Yontan aurait été grillé depuis belle lurette. Et puis, cette fille n'est pas une mauvaise personne. Elle a dû en baver pendant 100 ans et maintenant que Shen est de retour, la voilà enfin libre. Même si le monde explosait, notre héros l'aiderait, tout timide. Shun comprend et dit qu'avec son maître ici, elle ne devrait pas s'inquiéter. Elle ajoute que dès qu'il aura fini, il devra rentrer en ville Fissa, et si ça se reproduit, elle lui arrachera personnellement les jambes, ni plus ni moins. Et là, une aura commence à monter à sa tête, lui disant que Janor l'avait pardonné et qu'une fois en ville, elle ne le quitterait plus des yeux. Shen, voyant que J'entends n'était pas réveillé, propose de vérifier, mais Chun rétorque que ce n'est pas la peine, elle s'en occupe. Puis, elle vérifie son pouls en lui déchirant les vêtements. Le visage de Shen vire au rouge tomate en voyant Shun sur Yanaer. On lui dit de ne pas mater quand les filles vérifient le pouls, alors il décide de filer à travers la forêt. Avec Shun dans les parages, il se dit que la fille est entre de bonnes mains et qu'il peut enfin se rendre à la grotte Fud. Soudain, la femme lui lance une épée. Elle dit que s'il trouve ça impoli, il n'a qu'à fermer les yeux, mais qu'il ferait mieux de ne pas la quitter des yeux. Ce sont les ordres de l'impératrice. Shen, la fixant d'un regard sérieux, se demande pourquoi elle est si coriace. Il accepte ses exigences, demandant comment va Yonton. Chun explique que les esprits en elle perturbent son fœtus spirituel et que ce sera difficile à réparer. Elle a une solution, mais d'abord, la jeune femme doit se réveiller. Shen pense que ça pourrait abîmer son corps, se demandant si c'est une technique nouvelle ère. Puis il remarque que Chun a laissé tomber ses vêtements. Quand elle jette un coup d'œil en arrière, il voit sa réaction. Pendant qu'elle travaille, Shen est tout chamboulé, se disant qu'il ne devrait pas regarder. Le temps file et la journée est terminée. Chun a bouclé le traitement, elle dit que la fille se réveillera bientôt. Shen peut enfin souffler, mais quand elle le regarde, il est épuisé. Elle lui dit qu'il a fait un travail remarquable. Le voyant si fatigué, Chun demande ce qui se passe. Shen esquisse un sourire malicieux, se demandant si elle n'a toujours rien compris. Il dit que l'esprit a blessé Yontan, alors il va démolir leur repère, mais l'impératrice a déjà envoyé des renforts. Il mentionne qu'elle l'a bien traité en lui offrant à manger, mais Chun jeûne depuis 3 ans. Shen tente toutes sortes de ruses pour qu'elle le laisse partir, mais ne fait que l'agacer, elle lui dit de rester tranquille. Mais il insiste, prétendant qu'il doit faire la grosse commission. La femme lui lance un bâton en lui disant d'y aller, mais il répond « Laisse tomber ».
Shun mentionne que la vitalité de la jeune femme a pris un coup et que sa réparation n'était que temporaire. Ils auront besoin d'élixirs pour la guérir, mais il est tard, donc ils ne devraient pas les chercher maintenant. De plus, après tout ça, elle est trop épuisée pour y penser, suggérant qu'il se repose. Mais Shen dit qu'elle peut se reposer, il montera la garde. Et là, la femme s'effondre. Shen s'excuse, disant qu'il a touché son point de sommeil pour qu'elle puisse bien se reposer. Puis il s'éclipse, mais les deux sont bien éveillés. On coupe sur Janur qui se brosse les cheveux, disant que Shen est un bon gars, toujours là pour les faibles et les jeunes, mais cette fois quelque chose cloche. Alors elle décide de ne pas trop s'approcher pour voir s'il aide vraiment. Retour au présent, Yantan se réveille, pensant que les cheveux argentés et les oreilles d'animal viennent sûrement du général militaire de l'impératrice. Elle décide qu'elle va suivre Shen, c'est sûr. Elle se lève pour dire quelque chose, mais remarque un détail. Ses vêtements sont complètement en lambeaux, elle se demande s'ils ont fait quelque chose pendant qu'elle était inconsciente. Voyant la jeune femme réveillée, Chun explique qu'elle était sous l'emprise d'un sort spirituel et qu'elle ne devrait pas bouger. Elle est choquée en se souvenant de tout ce qu'elle a fait. Après toutes ces manigances, elle ne s'attendait pas à être contrôlée par un esprit, pensant que si elle est en sécurité maintenant, c'est grâce à Shin. Alors qu'elle part, Chun lui dit de rester là. Yantan demande si elle va trouver Shin, voulant l'accompagner pour le remercier d'avoir risqué sa peau. Chun fulmine, disant qu'elle ne savait pas qu'elle accordait autant d'importance à l'amitié. Yantan est confuse, disant que seule une personne de basse classe ne rembourserait pas une gentillesse. Chun lui dit de rembourser avec son corps, puisque c'est elle qui l'a sauvé. La jeune femme est super déçue, car ce n'était qu'un fantasme, puis Chun dégaine son épée. Elle jette un sort sur Yantan, lui disant qu'elle n'est pas en position de défier l'impératrice. Elle n'est qu'une parmi des millions qui ne peuvent pas rivaliser avec elle, alors elle doit rester tranquille. Le sort la gardera en sécurité. En partant, Chun se demande pourquoi l'impératrice est si obsédée par le protagoniste et personne d'autre. Se souvenant de ces moments avec l'impératrice, Chun commence à devenir tout émotive, mais quand elle jette un coup d'œil sur le côté, cette fille a été toujours là, lui demandant pourquoi elle la suivait et si son sort était un échec. Cependant, Yantan dit qu'elle avait son astuce, donc pas de stress. Shun pense qu'elle l'a sous-estimé et qu'il lui faut une plus grande manœuvre. Retour à notre héros, il est enfin arrivé devant un endroit gigantesque, la grotte Fud. Pendant ce temps, le jeune homme se remémore des moments avec sa disciple. Voyant ce que la petite fille avait attrapé, c'était une scolopendre spirituelle qui n'apparaît que dans les endroits avec de sacrées vibrations spirituelles. Loyang demande pourquoi ils avaient besoin d'un endroit pour concocter des élixirs, puisqu'un cultivateur devrait juste se détendre et méditer. Shen dit qu'elle a raison, lui demandant si elle se souvient pourquoi il a fondé sa secte, et la petite fille demande si c'était pour trouver le paradis, donnant de l'espoir aux démunis. Le héros confirme disant que c'était son rêve, mais avoir juste des super pouvoirs ne suffisait pas car le vrai pouvoir devrait aider le monde. Et ce jour-là, Loyang a trouvé l'endroit parfait pour concocter des élixirs qui pourraient aider les gens. Loyang dit « Pas de souci, je transformerai cet endroit en paradis ». De retour au présent, Shen dit que c'est super nostalgique, pensant que Loyang était devenue une vraie patronne. Et il se souvient aussi que ces deux filles faisaient semblant de dormir et suivait probablement son faux corps. Alors il devrait remercier Shun de lui avoir signalé ses erreurs. Cependant, le héros pense que ce n'est pas très cool, mais il devrait d'abord se concentrer là-dessus, puis faire la paix avec elle, disant plus tard qu'elle ne devrait donc pas rattraper son faux corps trop tôt. Retour au duo, Yantan était dans une pose super louche. Chun, embarrassé, lui demande ce qu'elle fabriquait, mais la jeune femme la fait taire, lui disant de se calmer. Chun demande si elle a largué Shen, car c'était dommage que Janur le prenne pour un gentleman. J'entends dit qu'elle comprend car il remerciait un arbre. Alors la femme pense qu'elle ne pourrait pas raconter ça à Janur, ça lui ferait mal aux oreilles. Voyant la jeune femme à moitié habillée, Chun lui demande de patienter, mais Yantan dit qu'elle irait en enfer de toute façon, alors elle devrait la laisser assouvir cette envie. Retour à notre héros, il se demande qui est en train de potiner sur lui. Alors qu'il jette un coup d'œil sur le côté, Chen demande si c'était un esprit du vent, disant que les esprits du vent n'apparaissent que dans les endroits avec de sacrées vibrations spirituelles, donc elle a fait un travail remarquable. Cependant, quand il entre dans la grotte, une créature effrayante le fixait, laissant le pauvre héros perplexe, car il pensait qu'il y aurait un paradis là. À ce moment-là, le monstre tente de bondir sur lui. Immédiatement, le jeune homme déplace son regard, tranchant cette créature, puis il frappe le sol, révélant un endroit mystérieux. Puis Shen demande si elle en avait assez de vérifier cet esprit. C'était vraiment Loyang qui l'avait repéré. Shen est ravi, mentionnant qu'elle ne l'avait pas vu depuis des lustres, lui demandant si elle l'avait effrayé. Mais le héros dit que les monstres de la grotte n'étaient que des illusions et qu'elle avait amélioré ses compétences. La jeune femme confirme que Shen était celui qui la comprenait le mieux, puis le héros demande pourquoi elle se cachait de sa sœur aînée et pourquoi elle était sous cette forme. Cependant, Loyang dit que son âme n'a pas quitté son corps d'elle-même car elle était décédée. Avec un regard effrayant, le héros se met en colère, demandant qui lui a fait ça. Mais Loyang lui demande de se calmer car elle a tout organisé elle-même, disant qu'il pouvait le voir de ses propres yeux. Elle mentionne que pendant son absence, beaucoup de gens avaient des vues sur sa secte, où ils ont failli être anéantis à nouveau. Mais Janner et elle se sont souvenus de ces leçons, améliorant leurs compétences pas à pas. Elles ont complètement surmonté cette crise et une fois tout terminé, elles ont dû renommer la secte. Mais même ainsi, dans les souvenirs de Loyang, Janur dit que tous les nuisibles qui ont semé le trouble dans la secte ont été éliminés et qu'il devrait maintenant juste attendre le retour de Shen, lui demandant pourquoi elle voulait partir.
Cependant, Luoyang dit qu'elle était trop stricte, qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, et à ce rythme, elle risquait de vieillir. Pendant ce temps, la jeune femme tient la main de Janer, mentionnant que tout était calme. La responsabilité de diriger la voyante n'était pas la sienne seule, alors elle ne devrait pas s'inquiéter, car quand elle vieillirait, Luoyang serait la préférée du maître, lui demandant si elle aimerait que cela arrive. En partant, la jeune femme s'excuse, mentionnant que la voyante a révélé que quelqu'un avait tout planifié et que si elle le découvrait, elle ferait tout pour les arrêter, d'accord ? Alors, elle en avait marre d'être regardée comme ça à nouveau, se demandant si son maître avait vraiment compris. En ces temps sauvages, c'était sa seule famille. Et après cette bataille épique, elle et ses parties avec le fœtus spirituel a mis en place un leurre et a construit la ville de Tianqiu pendant que Zheng Kong attendait tranquillement son retour. Alors Shen dit « Tu as géré, pas de stress, il y aura une nouvelle sculpture de navire avec une base solide pour toi, utilisant le noyau de son cerveau, pas de problème. » Luoyang encense son maître, mais admet que ce sera plus difficile qu'elle ne le pensait car elle était toujours une cultivatrice du royaume de la vie et de la mort, laissant le personnage principal sous le choc car elle l'avait dépassé en niveau pendant que son corps devenait tout sacré. Tout tournait autour de sa cultivation, disant qu'elle était juste dans le royaume de la divinité sculpteur, se demandant s'il y avait un rival que même Luoyang, dans le royaume de la vie et de la mort, ne pouvait pas battre. La jeune femme dit que quand elle a vérifié, il était au 4e niveau des tribulations, et même après être partie avec un fœtus spirituel, elle a essayé de se renforcer mais n'a pas pu. Demandant si le gars venait juste de sortir de sa cachette, puis Shen dit « Tu penses que le héros va perdre ?» Alors Luoyang répond « Je savais qu'il irait à fond », se demandant s'il gagnerait avec un chaos total. Et juste à ce moment-là, elle laisse tomber un peu de sa salive, laissant le gars perplexe. Qu'est-ce que c'est que ça? La jeune femme dit « C'est pour ça que je suis restée ici, car c'est un fœtus fait avec des choses que j'ai rassemblées. » En entendant ça, Shen répond « Tu es sérieuse? Parce qu'une pilule aussi géniale devrait être pour toi. » Disant qu'elle a fait ça avec son fœtus spirituel. Puis la jeune femme éclate de rire, disant que son maître s'y attendrait totalement. Shen commence à partir, lui disant de se calmer et de ne pas s'inquiéter de la pause, car il reviendrait bientôt. Mais alors, bam, une main lui transperce la poitrine. Luoyang dit « J'ai trouvé une ouverture, enfin je t'ai eu », commençant à jeter un sort sur le héros, réalisant que c'était son fœtus spirituel. Le héros dit « Reprends ça », mais la jeune femme répond « Dis bonjour à Yaner pour moi, car elles ont toujours été de la famille pour Luoyang ». Se transformant en fragment d'esprit, Shen se dit que Luoyang tenait la grotte vide seul tout ce temps. Il emprunterait sa chance mais ne lui a jamais demandé de tout donner. Puis Shen commence à quitter la grotte devant un arbre magique, il dit « Désolé, je reviendrai ». Le livre céleste peut renforcer les âmes, donc s'il gardait son âme dans le livre, elle ne se disperserait pas. Se souvenant que Luoyang aimait voyager, il se dit « Pourquoi n'avons-nous pas fait une promenade ?» De retour avec les deux jeunes femmes, elles ressentent la vibration épique du héros, se demandant ce qui se passe. Puis boum, le clone de Shen explose, puis Chun saisit son épée, repérant une énergie massive se dirigeant vers elle. Voyant Yantan à terre, elle dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Mais la jeune femme pense que son noyau ne réagit comme ça que lorsqu'il détecte un noyau sacré, alors c'est sa chance. Ah, Shen dit « Tu as l'air bizarre, ton traitement n'était pas terminé », laissant Yantan stupéfaite car elle était inquiète, se souvenant des moments avec son maître. Elle dit « Je ne peux pas arrêter d'utiliser la magie pour piéger la femme », disant qu'elle irait après Shen parce qu'il est un corps sanctifié rare, jamais vu en un siècle. Et maintenant, elle pourrait enfin stimuler le Dan interne de son maître pour prolonger sa vie. N'est-ce pas? Puis Chun lâche la magie comme pour dire « Tu ne pensais pas vraiment me battre, n'est-ce pas ?» Et si elle jouait gentiment et la laissait gérer les affaires de Janer, peut-être qu'elle laisserait passer, mais non, c'est trop. Se demandant si c'est comme ça que son maître lui a appris à lancer des pics, puis Yantan répond « Reprends ça !» Qu'est-ce que mon inutilité a à voir avec mon maître? Utilisant à nouveau la magie pour piéger la femme. Vérifiant sa poitrine, Chun voit une formation de saut. Aucune idée de quand Yantan l'a posée sur les jeunes femmes, mais la formation ne peut être annulée que par rotation et seuls les gens du royaume de la vie et de la mort peuvent la désactiver. Shen dit « Tu as tout planifié », mais la jeune femme répond « Je ne lui ai jamais menti car elle était du genre débrouillarde, utilisant des astuces bon marché parce que sans maître, elle a dû développer ses compétences toute seule, se demandant s'il pensait qu'elle n'était pas prête à tout risquer pour assurer une issue à son maître. Elle était à fond, faisant tout ce qu'il fallait, même si cela impliquait des méthodes un peu louches, juste pour garder son maître en sécurité. Puis, de nulle part, une statue apparaît, se présentant comme l'esprit. Yantan dit « Oula, qu'est-ce que tu fais ici ?» La statue dit « Ces noyaux que tu as offerts, ce sont de pures contrefaçons de bêtes spirituelles, mais si tu paies avec ton corps, ton cœur est en sécurité. » Elle mentionne sentir une tonne d'ingrédients en elle, prévoyant de les récupérer. J'entends reste là, sans voix. Juste à ce moment-là, quelqu'un apparaît, lui disant de se calmer, et devinez quoi? C'est le protagoniste qui annonce sa grande entrée. J'entends, stupéfaite, lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et le MC répond « Je ne te parle pas ». Les gars sont à court d'idées. La figure derrière elle est un souvenir de quelqu'un nommé Luo Luo. Sérieusement, qui nomme ces personnages? Probablement derrière tout ce chaos.
Et puis le monstre croise le regard de Yachen, un gars du royaume de la vie et de la mort. Sentant sa présence, donc, les ingrédients le suivent. Yachen est choqué, puis bam, il frappe le Bouddha géant, prêt à en finir. Le Bouddha riposte et le combat est intense, genre « Ouah, Yontan regarde ». Elle n'arrive pas à croire que ce gamin blesse une projection de ce type. Yachen dit « As-tu blessé Luo Luo ?» Mais le Bouddha reste silencieux, se contentant d'attaquer. Il montrera sa puissance en lançant un mouvement spécial à 2 mains. Puis le gars dit « Même si Yachen a découvert les secrets de la vie et de la mort, il est toujours mortel, mais il respecte la force de Yachen pour avoir abîmé son visage. » Et soudain, le MC déchire les mains du Bouddha avec sa seule aura. Le gars a des codes de triche, puis il exige le vrai corps, disant que quiconque blesse ses disciples va y passer. Yachen lance un autre coup de poing et boum, explosion partout. De nulle part, une boule noire s'envole et le MC l'attrape. L'esprit est plus faible maintenant, se souvenant avoir écrasé un insecte similaire. Ce gars-là était de la première classe de tribulation et a été tellement détruit que même en tant que fœtus spirituel, la récupération est impossible. Ces classes lui sont confuses, mais bon. Le monstre dit que l'avenir du protagoniste n'est pas différent. Yishin, agacé, écrase l'esprit, disant que ce sont de grands mots pour quelqu'un qui est mort si vite. Pendant ce temps, Yontan est juste là, observant tout. Plus tard, Chun dit « C'est quoi le problème? Après tout ça, tu la laisses partir. Yanton est sous le contrôle de l'ennemi et son chemin n'a jamais été noble, alors elle devrait au moins être interrogée. » Yachen se contente de la fixer, l'interrogeant sur son lien avec le grand devin car il ne sent plus le Bouddha en elle. C'est là qu'il trouve des traces du devin et les jeunes femmes sont choquées, demandant comment il connaît le nom de son maître. Les choses viennent de devenir folles. Chun est surprise, demandant si ce type bizarre est son maître, car le gars devant elle est le maître de sa majesté et de l'impératrice. L'esprit de Yontan est soufflé, réalisant que ce gars est le créateur de son maître et le seigneur légendaire suprême. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Elle pensait que ce serait un vieux grincheux, mais le MC est en fait jeune. Yachen dit « Si la diseuse de Bonaventure lui a donné la vie, son espérance de vie est alors mortelle maintenant », demandant si c'est aussi à cause du Bouddha. Mais elle dit que c'est à cause de lui qui a ouvert une chance à cet idiot. Si son maître ne lui avait pas transmis son énergie, elle aurait accompli bien plus que de simplement s'échapper. Au moment où son énergie spirituelle a bugué, elle a été piégée et le Bouddha a d'une manière ou d'une autre volé son titre de voyante sinistre. Je vous l'avais dit, ces classes sont n'importe quoi. Alors, il l'a forcé à prédire toutes ses façons d'apparaître sur le continent, et comme son maître a dit, non, ça va. Cette ordure a utilisé des sorts pour l'enfermer. Après avoir obtenu tout ce qu'il voulait, il l'a forcé à rassembler ses pilules de raffinement super vieilles, genre 1000 ans, pour qu'il puisse obtenir un corps physique. Cela a totalement ruiné son maître, et maintenant le pauvre gars est coincé Elle est dans un état entre la vie et la mort, forcé d'obéir à ses ordres, mais il change constamment d'avis, blessant son maître pour la soumettre. La créature a déjà accumulé 500 ans d'existence, et si elle parvenait à s'emparer d'un certain corps Yang, elle serait tout près de son objectif ultime. Mais le Bouddha, c'est un être d'un tout autre niveau, personne ne l'a vu venir. En un clin d'œil, il a coupé toutes ses connexions et maintenant, elle ne peut plus retrouver son maître. En entendant toute l'histoire, notre héros intervient enfin, lui disant de ne pas pleurer car il a plus d'un tour dans son sac. Waouh, il se surpasse là. Un peu plus tard, Luan Janer demande s'ils font un détour car elle voulait que Chun revienne plus vite, curieuse de savoir pourquoi il se prélasse dans le sud pendant 3 jours de plus. La jeune femme répond que le cultivateur veut vraiment sauver son maître et peut le prouver, mais que le chemin est long et que son maître est super fatigué. Il a juste besoin d'une petite sieste réparatrice. En plus, elle a consacré la majeure partie de sa cultivation à cette jeune femme, et si elle essayait de lire dans ses pensées maintenant, elle aurait peur d'endommager son corps. Luan Janer demande si elle a rencontré un problème, car elle a épuisé toute sa cultivation et y va elle-même. Peu importe la distance de la marge sud, elle devrait être de retour en une demi-journée avec des formations de talismans, lui demandant de cracher le morceau. Puis Xun mentionne que le protagoniste a dit qu'il y a une fleur rare appelée Binan sur la marge sud, d'un rouge éclatant et magnifique. Elle pousse sous terre dans l'abysse de Longyuan et même si elle est un peu difficile à obtenir, elle est parfaite pour elle. Et puis, entre nous, elle ferait une décoration de mariage du tonnerre. En entendant cela, Luan Yanar se demande si Yishan a vraiment dit ça. Un peu plus tard, c'est la nuit et Jun se sent mal car elle avait promis de ne pas mentir à son maître mais n'a pas pu tenir sa parole. À ce moment précis, l'aîné de la rivière de sang inspecte la ville extérieure de la secte Wuji, donc elle ne peut pas la stresser davantage. Elle laissera le reste à Yeshen car il a dit qu'il avait un plan. Juste après, notre héros déclare avoir compris pourquoi, lors de la dernière bataille, il a injecté son QI dans sa projection, empêchant Yontan de se cacher. En entendant cela, Xun demande si cette chose n'est pas l'un de ces 5 éléments, car ce nom signifie que quelqu'un est sans esprit, sans ego ni désir. Sur le continent de Kangyuan, même le plus puissant des cultivateurs devrait abandonner son corps avant d'atteindre cet état. Il a dépassé les 5 éléments parce que quelqu'un avait parié que le Bouddha utiliserait quelque chose, alors il a compris que le QII peut être éclairé par ceux de la classe de la mort. Puis Yachen dit de ne pas stresser et soudain, un fil jaune commence à sortir de Xun. Surprise, elle se demande si ce fil doré est son énergie. Yantan traverse la même chose, et franchement, c'est un peu bizarre, non? Une fois le travail terminé, le protagoniste explique que l'énergie d'un cultivateur est liée aux 5 éléments et qu'il a modifié son flux d'énergie, ce qui les fait s'affronter.
Une fois arrêtés, les 5 éléments peuvent retrouver leur état de calme. Je suis perdu là. En entendant cela, les deux sont choqués, car le gamin peut littéralement changer la direction de l'énergie pendant que quelqu'un est encore en vie. Yantan essaie de se ressaisir, pensant qu'il n'y a pas de temps à perdre à être stupéfait, demandant de commencer tout de suite, car plus ils attendent, plus son maître souffre. Après avoir dit qu'elle montrerait le chemin, le protagoniste demande cependant d'attendre, car il y a quelque chose de plus important. Quelques minutes plus tard, dans cet endroit super joli, se trouvait le Bouddha tout blanc. Il a dit que Yashen essayait de lui donner des ordres, mais qu'il ne devait pas penser qu'il avait gagné pour sauver son maître. Yantan doit cultiver un max avec cet idiot. Même là, tout ce qu'elle fera, c'est retarder la perte de son maître. Soudain, le Bouddha entend un bruit et mec, le protagoniste était là. Ça devient sérieux. Le gamin, en se moquant de l'esprit, dit qu'il pue trop. Et pendant ce temps, le Bouddha, choqué, se demande comment il peut être si rapide alors qu'il n'est qu'en première classe de tribulation. En s'approchant, il lui demande pourquoi il ne veut pas traîner avec lui. Après tout, faire partie de son équipe, c'est bien mieux que d'être un simple petit cultivateur. En entendant cela, Yeshen répond qu'il y a déjà pensé. Et comme le dit le vieil adage, mieux vaut enterrer la hache de guerre que de se faire de nouveaux ennemis. En plus, il a besoin d'un autre disciple, et si le Bouddha s'incline devant lui quelquefois, il pourrait bien le laisser rejoindre. Là-dessus, l'esprit devient fou de rage et charge le protagoniste, mais le gamin est coriace, n'est-ce pas, esquivant tous les coups. Peu après, le monstre dit qu'il a changé d'avis, car il va avaler le protagoniste à nouveau. Mec, regarde la taille de la gueule de cette vieille créature. Le protagoniste, lui, était tranquille, juste en train de regarder, se demandant si les deux autres rencontrèrent des problèmes. Puis la scène remonte un peu, avec Yontan qui demande ce qui est plus important que de sauver son maître. Notre héros dit que le Bouddha est allé là-bas pour s'emparer de l'élixir de longévité, alors il espérait qu'elle était près de lui, car si la jeune femme mettait la main sur l'élixir, le Bouddha marquerait aussi des points, prenant le temps de se rétablir et de revenir à la vie. En entendant cela, Shun demande ce qu'il devrait faire alors, et Yashin demande de créer une diversion. Quand ils arriveront sur place, ils se sépareront en deux équipes, et les deux sauveront le maître de Yantan pendant que lui affrontera personnellement le Bouddha. Même ainsi, ils seront probablement en plus grand danger que lui, car il a perturbé leur flux de chi, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas utiliser la magie. La seule chose qui changera, c'est le temps qu'il faudra pour la secourir. Et Yontan dit que l'espoir de survie dans cette situation est aussi l'un de ses jokers, même ainsi, elle veut essayer et sauvera son maître, qu'il s'agisse de la vie ou même de la mort. Shun se contente de fixer et Yashin dit « tout est prêt » en lui tendant l'objet. Il dit que lorsqu'ils réussiront, ils devront le faire exploser, car cela mettra fin à la bataille et peu après, il les rejoindra. Un peu plus tard, les deux marchaient péniblement dans la boue et Shun est choqué qu'un talisman sans sort supplémentaire puisse briller si fort, demandant si elle est sûre qu'il ne se dirige pas au mauvais endroit, car quand elle est entrée dans le lieu au-delà des 5 éléments, elle a vu que le Bouddha était dans une terre blanche. Cependant, la jeune femme dit qu'elle a marché là de nombreuses fois et que cette terre d'un blanc pur est une illusion créée par la bête elle-même, ce qui n'est pas différent de cette flaque de boue. Soudain, elle aperçoit quelque chose et juste devant elle, il y a littéralement un œil géant. Cette chose s'appelle Tongtian et a été placée là par le Bouddha, et si quelqu'un se fait prendre à moins de 5 mètres, il ne restera rien, mec. La créature est terrifiante alors. Pour aggraver les choses, son maître est derrière cette chose, et en entendant tout cela, Shun pense qu'à en juger par son apparence, elle doit avoir un champ de vision mortel. Même sans sa bénédiction magique, il ne devrait pas être difficile de l'abattre avec sa vitesse, mais cela pourrait finir par alerter le Bouddha et arrêter le démon suprême. Soudain, Yantan compte à rebours et les deux commencent à sprinter, et la jeune femme mentionne que cette chose a une bonne vision mais aussi un défaut fatal, car toutes les 30 respirations, elle fermera les yeux et se détendra un peu. Je me demande comment ils ont découvert ça. Pas vrai, il y a une porte devant et ils doivent entrer par là et ils doivent Warren se souvenir de fermer les yeux, car sinon ils finiront aveugles. Shun, pendant ce temps, regarde juste, se demandant si la jeune femme a toujours été comme ça, esquivant les pièges et mémorisant les astuces à chaque fois juste pour sauver son maître. Se demandant si elle pourrait tenir le coup et rester confiante comme elle pendant si longtemps. Tirant son épée, la jeune femme brise le seau et alors le maître de la jeune femme apparaît. La jeune femme était émue, pensant que le Bouddha est fou et pense que personne ne pourrait la secourir à travers le labyrinthe, donc il n'y a plus de défense là-bas. Tant qu'il coupait la chaîne de son maître, il pouvait la secourir, mais soudain, Shun remarque quelque chose, la voyant à l'odeur d'un fil qui brise l'âme et son esprit est difficile à percer. Cette chose se connecte à l'hôte et si le fil essaie brisé, le réceptacle mourra aussi. En entendant cela, Yantan se souvient de tous les moments qu'elle a passés avec son maître, la pauvre fille quoi. Tombant au sol de désespoir, elle demande si elle ne pourra pas la sauver. Là-dessus, Shen lui dit de ne pas être bête car le protagoniste les a fait venir toutes les deux. Lui tendant une pierre, il dit que c'est un talisman de résurrection et que le nom parle de lui-même. Oui, Shen était au courant depuis des lustres, sachant qu'elle avait cet objet épique dans sa manche. Les fils brise-âmes ont leur propre volonté, ne faisant qu'un avec le conjurateur. Il suffit d'enrouler tes cheveux autour de l'amulette et hop, le tour est joué. Pendant ce temps, le Bouddha est en plein milieu, réalisant que quelque chose cloche. Notre héros lui donne un coup de poing, demandant pourquoi le Bouddha est dans la lune, mais l'esprit répond « Tu ne comprends rien, mec. Ici, tu n'es rien. » Puis paf, il se transforme en une bête à 3 têtes, chargeant notre héros. Il entend soudain une voix lui demandant ce qu'il a fait. Yashen répond « Ne demande pas ce que j'ai fait, demande ce que je suis sur le point de faire, car je suis sur le point de te démolir. »
L'esprit devient plus laid, affirmant qu'il a beaucoup d'énergie yang. Il a un talent fou, alors il doit trouver comment le dévorer. Mordant notre héros, la créature ne l'est plus. Le Bouddha dit que même s'il est de haut niveau, il se fera déchiqueter, mais il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas mordre. Yachen est en arrière, souriant, demandant si c'est un massage, genre « Quoi de neuf, gamin, tu n'essaies même pas ?» Disant que c'est comme une piqûre d'insecte, il frappe le monstre. Tout amoché, la créature demande si son corps est béni, et notre héros répond « Jaloux, hein ?» Mais calme-toi, il y a une surprise qui arrive, lançant une autre attaque pleine d'énergie. Le Bouddha est perdu et Yachen dit « C'est un corps physique, n'est-ce pas ce que tu voulais ?» Soudain, il se brise, demandant quel genre de pouvoir c'est, car Yachen peut littéralement fabriquer un corps avec ses mains. Terrifié, il pense qu'il doit s'enfuir, mais Yachen ne va pas laisser passer ça. Déchaînant son aura, il avertit que le destin n'est pas encore terminé. L'esprit coincé, il lui attrape un bras, demandant s'il est heureux avec un corps maintenant. Pourtant, il se demande pourquoi il a l'air si désespéré, comme si les enfants n'étaient pas là pour jouer. Yachen dit qu'il n'y a pas besoin de plus de mots. Il sait que le corps est laid, alors il va aider à le réparer, car il y a beaucoup à rafistoler. Notre héros est bien décidé, découpant la créature jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un moignon, comme une pièce de Lego mal assemblée. Après ça, la pauvre chose, qui n'est pas vraiment pauvre, n'est plus qu'une épave, et Yachen dit « beaucoup mieux maintenant ». Le Bouddha demande s'il pense vraiment pouvoir le tuer comme ça, car il a encore un corps ici. Tirant le fil de sa bouche, il essaie d'invoquer quelque chose, mais seul un bijou bleu apparaît. Le monstre est tout confus et notre héros se contente de rire, demandant si c'est son corps. Puis le Bouddha demande si c'était lui et soudain son corps commence à guérir. On dirait que Yachen a utilisé un parchemin disant qu'il le réparerait jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Ce gamin est fou. Quelques minutes plus tard, Yantan et Chun arrivent, voyant le chaos. Mec, l'esprit ressemble à une racine, c'est dingue. En les voyant, notre héros demande comment va la voyante. Yantan répond que grâce à Chun, elle est en sécurité, elle a juste besoin de se réveiller. Changeant de sujet, elle veut savoir si cette chose est vivante, mais Yantan dit que la mort est trop facile, car cette créature s'est mêlée de son maître, donc elle ne mérite ni corps ni âme. En entendant cela, notre héros ricane en disant que même ça ne suffit pas. En bref, une technique le piège, le faisant souffrir pendant que son corps se reconstruit éternellement. L'expression de Yanten change, comme on peut s'y attendre de son maître. En voyant cela, Chun pense que le Bouddha n'a aucune chance de quitter le monde au-delà des 5 éléments. Le plus drôle, c'est que depuis qu'ils sont arrivés et ont utilisé le talisman pour sauver le maître de Yantan, notre héros avait tout planifié depuis le début. Quel stratège! C'est pourquoi on l'appelle le plus fort. John fait un signe de tête à la jeune femme, lui demandant de descendre cette femme. Yantan demande « C'est vrai, votre maître n'est pas au mieux de sa forme ?» Et Jun répond « Oui ». La seule raison pour laquelle son corps peut se détendre dans un endroit au-delà des 5 éléments est à cause du QI du Bouddha. Mais maintenant que le QI diminue, il doit rediriger son flux de QI avant qu'il ne disparaisse. Yontan comprend un peu en réalisant que la raison pour laquelle son maître dort encore est que son QI est à sec. Son corps est super faible sans cette énergie qui protège son cœur et comme son énergie est l'opposé de la sienne, il ne peut pas faire grand-chose à part la maintenir en vie. Plus tard, ils pourront retourner dans leur monde et réfléchir à une solution. En entendant cela, Yontan devient pensive et dit qu'elle a le même type d'énergie que son maître, demandant si elle peut lui transmettre ses énergies spirituelles. Zun est sidéré et Yontan dit « As-tu pensé à la façon dont ta vie pourrait se terminer ?» Heureusement, elle avait tellement de yin qu'on l'appelait la fournaise yin suprême, et elle pensait autrefois qu'elle ne serait qu'un outil pour que les autres montent en niveau. En bref, tout le monde l'utilisait, ne voulant se rapprocher que pour leur propre profit, et elle n'avait jamais pensé qu'elle pourrait sauver quelqu'un. Cette femme signifie tout pour elle, et ce serait épique de finir sa vie en réalisant son souhait. En entendant cela, le protagoniste est d'accord, et soudain, Yontan brille comme une ampoule. Puis elle lâche une bombe, disant que lorsque son maître se réveillera, elle devra dire qu'elle est partie en voyage à travers le continent pour devenir une cultivatrice pro. De cette façon, elle se sentirait accomplie et n'aurait aucun regret. Quelques minutes plus tard, elle ferme les yeux, mais quelque chose cloche. Son énergie spirituelle a été transférée, mais son corps n'a pas disparu en fumée. Peu après, Yachen dit « Si quelqu'un d'autre avait fait l'échange de racines spirituelles, elle serait fichue, mais avec moi aux commandes, pas question qu'elle meure. » Même ainsi, ses racines spirituelles sont fichues et son dent intérieur est inutile, elle ne cultivera plus et soudain la jeune femme serre le protagoniste dans ses bras. Pour elle, ça n'a pas d'importance car son maître est en sécurité maintenant. Notre héros, tout nerveux, il dit qu'un simple merci suffit tandis que Chun pense. Yachen est un dur à cuire avec un cœur tendre et sa reine a choisi le bon gars. Tout étant réglé, il devrait revenir vite mais Yachen est profondément pensif serrant cette pierre. Quelques heures d'une plus tard, il se détend dans le château de Luan Yuner et elle veut tous les détails de ce qui s'est passé. En gros, le gamin est revenu avec la première classe de tribulation du royaume de la vie et de la mort après un petit voyage. En plus, il y a une nouvelle fille dans son équipe, alors il ferait mieux de surveiller ses paroles maintenant. S'il fait des bêtises, il va être puni, mec. Même moi, je voudrais cette punition, c'est fou. Pendant ce temps, le maître de Yantan est en train de guérir et Chun dit « Pas de soucis, sa majesté a déjà appelé les meilleurs médecins de la secte. »
Puis la jeune femme admet qu'elle a causé beaucoup de problèmes, demandant où sont allés Ye-Shen et l'impératrice, car elle veut au moins dire merci, et le général est tout troublé. En gros, il n'y a pas de moyen facile d'expliquer, alors elle change de sujet, essayant de la faire manger un morceau, pensant que ces deux-là sont probablement super occupés, si vous voyez ce que je veux dire. Pendant ce temps, notre héros est allongé sur le lit avec Lu et Janer est allée sur lui. En plus, elle l'a littéralement ligoté et la jeune femme dit « On comprend pourquoi tu voulais un endroit pour l'interroger en lui bandant les yeux. » Yi-Shin pense que sa disciple est super nerveuse et ne le laissera probablement pas partir facilement, alors il doit la laisser faire pour l'instant, mec. Le gamin n'est pas du tout d'accord. Tu plaisantes? Soudain, Yi-Shin sent quelque chose et la jeune femme dit « J'utilise la soie de vérité pour te faire cracher le morceau. C'est un outil pour interroger les gangs dans la secte Wuji et Zi, chargé de pouvoir spirituel, il se lie au sens et si quelqu'un dit la vérité, l'autre personne ressent une méga douleur, sentant ce qui arrive. Ye-Shen dit « Arrête, je ne sais pas ce qui va se passer si je me blesse, mec. Rien de bon ne va en sortir. » Puis la jeune femme attrape le protagoniste, lui demandant s'il a fait quelque chose quand il a atteint la première classe de tribulation du royaume de la vie et de la mort avec cette fille. Sans autre option, le garçon donne un oui catégorique. Puis la jeune femme comprend que la soie de vérité n'a pas réagi, donc c'est probablement un mensonge. Son maître a peur de la blesser, alors il ment totalement exprès, mais un mensonge reste un mensonge, et elle serait prête à ressentir un peu de douleur de toute façon. C'est bizarre, non? Shen, sentant quelque chose, pense d'après la réaction de la soie qu'elle est probablement sincère, mais en tant que leur maître, ils ne pouvaient pas les laisser ressentir de douleur. Peu après, Luan Yanar se jette davantage sur Ye-Shen, lui demandant pourquoi il a sauvé cette femme si elle est le maître de ce cultivateur. Alors il pense que ce soit la petite fille ou la voyante, il les a sauvées parce qu'elles font partie de son équipe et il n'y a aucune autre raison. En tant que leur maître, il ne peut pas mélanger l'amour pour son équipe avec ses devoirs, ce qui signifie qu'aucune de ses réponses ne pouvait être la vérité. Notre héros, sur le point de dire quelque chose à la jeune femme, ne ressent aucune douleur, supposant que son maître se soucie vraiment de ce cultivateur. Lui demandant s'il l'avait ramené dans l'équipe avec lui, il a fini par avoir des sentiments. Le garçon désespéré essaie de trouver une excuse, mais alors, Luan Yener finit par ressentir de la douleur, et le voilà. Voyant ce qui se passe, la jeune femme dit qu'elle est super heureuse. « Mec, je ne comprends plus cette histoire. » Ye-Shin, ressentant une douleur, réalise qu'elle était aussi sincère. Maintenant je comprends. Donc, chaque fois que quelqu'un ressent de la douleur, c'est là qu'il est sincère. C'est fou, ça. Pourtant, il veut savoir pourquoi sa disciple est heureuse de ne pas avoir de sentiments pour cette femme. Waouh, le garçon n'a pas encore compris. Puis Luan Janer dit qu'elle a sa dernière question, voulant savoir s'il veut passer une nuit avec elle. En entendant cela, le protagoniste ne comprend pas et reste là avec cet air perdu. La jeune femme le traite de crétin et lui demande d'arrêter de faire l'idiot, car ce n'est pas si difficile de comprendre ce qui se passe. Notre garçon reste nerveux et la femme demande si elle n'est pas assez jolie. Puis Ye-Shen dit que ce n'est évidemment pas le cas, mais alors la jeune femme ressent quelque chose de nulle part, avertissant que si son maître ne la veut pas, elle continuera à le traquer jusqu'à ce qu'il crache le morceau sur ce qu'il a vraiment en tête. Le garçon ne veut vraiment pas céder et continue d'essayer d'esquiver. Le gars ne comprend jamais rien. Cependant, elle prendra son silence pour un oui, mais alors, de nulle part, une explosion se produit et je suis perdu à nouveau. De nulle part, une poupée de chiffon apparaît et cette créature était à la place du protagoniste. De l'autre côté, Ye-Shen s'était éclipsé, disant qu'en tant que maître, il ne pouvait pas faire ça, encore moins avoir des pensées inappropriées envers son équipe. De l'autre côté, la jeune femme était toujours choquée et a ensuite dit que c'est pourquoi le garçon courait, car avec ce genre de pouvoir, cela aurait pu finir en désordre. Un peu plus tard, notre garçon était près d'une cascade, prenant l'air tout en essayant de chasser ses pensées, mais alors le garçon s'excite, pourtant il ne peut pas se laisser déstabiliser. Même ainsi, peu importe combien de fois il essaie de se calmer, il semble que son entraînement soit inutile et devienne de plus en plus bizarre. De plus, Luan Janer n'est plus cette jeune petite fille qu'il connaissait, ou au moins son cœur était au bon endroit. Elle ne s'est jamais battue pour quoi que ce soit et continuait de suivre ses sœurs aînées. Il y a de nombreuses années, lorsque son équipe était en danger, il éliminait ses ennemis en première ligne tandis qu'elle restait en arrière sans se plaindre pour s'assurer que tout allait bien à la maison. Tout ce qu'elle voulait pour son équipe, c'était la paix éternelle pour rester comme une famille. Même ainsi, étant une famille, il voulait savoir pourquoi elle voulait faire ça. C'est impossible d'y faire face de cette façon. Et soudain, quelqu'un dit qu'il fait juste semblant de ne rien savoir, demandant si son maître ne sait vraiment rien. Luo apparaît et dit qu'elle a réussi à revenir grâce à son maître car il nourrissait lentement son âme. Ye-Shen dit que tout en combattant le Bouddha, il a scellé une partie de sa cultivation dans ce jade, mais comme son moi actuel n'est pas adapté, il la lui transférerait petit à petit. Puis, peu après, la jeune femme dit qu'il n'a toujours pas répondu à sa question, voulant savoir s'il n'est vraiment pas conscient de ce que ressent Luan Yanar ou s'il l'esquive parce qu'il n'a jamais rien ressenti pour elle. Parce que si c'est le cas, il pourrait aussi bien regarder Luo à la place, hein? De nulle part, la jeune femme a commencé à parler à la troisième personne. Le crétin demande ce qu'elle veut dire et la jeune femme répond que, puisqu'il ne veut pas traîner avec la sœur aînée, il pourrait le faire avec elle. Même en tant qu'esprit, elle a des compétences de dingue, tout comme sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? Le gamin la regarde puis tapote la tête de Luo. La fille lui demande s'il fait encore l'idiot, lui disant de ne pas se croire inutile juste parce qu'elle est un esprit. Elle souligne que c'est évident pourquoi le maître la voit comme une enfant, ce qui veut dire qu'il voit Luan Yanar comme une adulte, une vraie femme quoi. Ye-Shen s'agite, tout gêné, niant en bloc, car Yanar c'est sa grande sœur et sa disciple préférée, n'est-ce pas? Mais pour Luo, ça n'a aucune importance, l'amour n'a rien à voir avec les étiquettes. Si ce n'est pas ça, alors peut-être que sa sœur n'est tout simplement pas son genre, pas son style quoi.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec Ye-Shen? Le protagoniste demande d'arrêter les blagues, mais la fille disparaît. Luan Janer lui demande avec qui il discutait, et Ye-Shen, tout mal à l'aise, essaie d'inventer une histoire. Puis la fille rit, divagant sur ce qu'il pensait, et d'autres trucs complètement aléatoires, comme d'habitude. Selon cette théorie, la pratique spirituelle des garçons ne peut pas rivaliser avec celle des filles. Ye-Shen continue de fixer la jeune femme qui lui demande à quoi il pense. Il répond qu'il vient de se souvenir qu'elle était la seule à rire de ses idées les plus folles, les plus dingues même. À propos de ce qu'il a dit plus tôt, il a quelque chose à ajouter, mais Luan Janer lui dit qu'il est parti depuis un moment, donc il doit être épuisé. Quelques minutes plus tard, notre héros prend un bain et Luan Janer lui demande ce qui se passe, et s'il ne vient pas, le pauvre gars perd la tête, pensant que ça n'a aucun sens, car elle lui a dit de se détendre et pensait qu'il allait faire une sieste ou prendre une collation, pas se cacher. Peu après, Luan Janer le rappelle, lui expliquant que l'eau de la source thermale s'appelle la rosée de jade, le jus sacré le plus puissant du continent. Ça peut éliminer la fatigue, renforcer les muscles et les os, et même booster la cultivation, c'est incroyable. Son maître était absent et a progressé rapidement, alors elle s'est dit que c'était le moment idéal pour recharger son QI, demandant si elle se trompait. Mais le garçon répond que c'est exactement ce dont il a besoin, et si c'est le cas, qu'elle l'y emmène sans plus attendre, illico presto. Pour le bain, il peut se débrouiller seul, mais la fille, avec un sourire malicieux, lui attrape la main et lui saute dessus. Elle demande pourquoi l'âge ou le genre importe, puisqu'elle est sa disciple. Plonger dans la rosée de jade ne suffit pas, car elle veut qu'il devienne 2 fois plus fort en se concentrant sur son QI interne et en se rechargeant dans le bain. Alors, il doit se détendre et la laisser l'aider, c'est tout, point barre. Soudain, à la porte, Luo Luo réapparaît et pousse le protagoniste. D'une manière ou d'une autre, le garçon atterrit parfaitement, sentant la texture des ballons. Pendant ce temps, les deux s'observent et Jun essaie d'intervenir, mais Yan Tan l'arrête net, juste à temps. Pourtant, la fille panique parce qu'ils font quelque chose avant le mariage, donc leur réputation est en jeu, mais Yan Tan dit que c'est leur affaire, et comme elle vient de le voir, Ye-Shen est un chic type, donc pas de souci à se faire. Changeant de sujet, elle la remercie pour l'invitation au bain, car sinon, elle n'aurait jamais assisté à cette scène, quel dommage. Demandant ce qu'elle pense, Chun est toujours un peu morose. Jantan devine que Luan Janer est super importante pour elle et qu'elle a dû se sentir un peu mal à l'aise en voyant un moment aussi intime. Puis elle dit qu'elle a raison, car si c'était quelqu'un d'autre, ça irait, mais cette fois, c'est avec Luan Janer, et ça change tout, évidemment. Dans ce cas, elles doivent trouver le moment parfait pour intervenir, mais les deux voient ce qui a failli se passer et Jun interrompt en disant qu'elles ne peuvent rien faire, demandant pourquoi c'est si bruyant maintenant. Alors Jantan devient toute nerveuse, demandant où est cet amour pur, pourquoi ils font ça dans une salle de bain, c'est n'importe quoi. Maintenant, en gros, ils pourraient rattraper une sorte de microbe, et même si elle ne le savait pas, elle était plus qu'une simple devineresse, c'était aussi une demi-médecin. Au fil des ans, certaines femmes sont tombées malades à cause de cette négligence, des âges allant de 28 à 30 ans. De plus, Luan Janer a un corps sacré connu pour sa méga force, et si elle ne fait pas attention, elle pourrait finir blessée, gravement même, ce serait un désastre. Et s'ils ont des habitudes un peu bizarres, qui sait ce qui pourrait arriver, hein? Changeant de sujet, elle mentionne qu'en tant que fille, elles comprennent les difficultés et devraient non seulement protéger la réputation de l'impératrice, mais aussi sa santé. Une excuse bidon, mon vieux, complètement inventée. En entendant cela, la fille y croit totalement, et tout en regardant la scène, elles se font face et roulent soudainement dans le couloir. Mais mon pote, il n'y a personne d'autre là, et pendant ce temps, Luan Janer est tapis derrière, observant tout, l'air de rien. Elle dit que c'était difficile de s'en sortir parce qu'elle n'avait pas pensé à ériger une barrière pendant qu'elle se détendait dans le bain. Au moins, elle a réussi à activer son sort d'invisibilité à temps, et maintenant, ils peuvent continuer leurs petites affaires, tranquillement sans être vus. Mais pendant ce temps, le héros a cette expression un peu niaise. Le gamin s'était encore enfui et comme mentionné, le gars ne saisit jamais aucune chance, c'est un peu dommage. Un peu plus tard, à un endroit appelé la secte Wuji, il y avait des tas de gens, une foule immense. Le héros se promenait là et Luo Luo demande si Ye-Shen peut lui dégoter des sucettes cristallisées. Ye-Shen répond qu'elle a du mal à former un corps, donc elle ne peut pas grignoter des trucs pareils. En plus, il n'a pas oublié cette fois où elle lui a donné un coup de pouce, un peu trop fort même. Cependant, pour la fille, elle n'a fait qu'un petit coup de pouce, car qui sait, quelque chose de plus cool pourrait arriver, n'est-ce pas? Là-dessus, notre héros avertit que les enfants ne devraient pas se mêler des affaires d'adultes. Puis Luo Luo dit qu'il est isolé depuis des lustres et qu'elle et sa sœur ne sont plus des enfants, du tout, du tout. Et puisqu'ils sont tous les deux super attirés l'un par l'autre, il n'y a aucun problème à ce que les autres voient. Il n'avait vraiment pas compris ce chaos jusqu'à présent, et Ye-Shen, pendant ce temps, faisait juste la sourde oreille. Regardant devant lui, il aperçoit deux filles qui étaient plutôt mal en point, vraiment amochées. Dans ce rite, la fille aux cheveux roses demande d'aider sa grande sœur. Peu après, le héros se souvient qui elles sont, et mon pote, ce sont ces filles du début de l'histoire. Quelle coïncidence. Quelques heures plus tard, Ye-Shen les a emmenées chez lui, expliquant que sa grande sœur était dans cet état à cause d'un épuisement de l'élixir interne, puis il a utilisé sa magie pour la recharger, la remettre sur pied. Là-dessus, la fille le remercie car sans lui, sa grande sœur ne se serait jamais remise et soudain, elle ressent quelque chose. Ye-Shen dit que tout à l'heure dans la rue, il a senti une drôle d'ambiance provenant des sceaux magiques qui émanaient d'elle, demandant qu'est-ce qui se passe vraiment au juste. N'ayant pas d'autre choix, elle crache le morceau, demandant au héros de jeter un coup d'œil. Le gamin repère ce sceau et pense alors, c'est le sceau sacré du culte de la rivière de sang qu'il a anéanti il y a 100 ans. Il demande si elles ont fini par se porter volontaires pour obtenir cette marque, c'est insensé. La fille répond évidemment que non, sa sœur et elle viennent du groupe des fleurs et ont juré à leurs ancêtres de ne jamais trahir ou abandonner la secte. Là-dessus, Luo Luo dit que cette histoire est un peu louche, supposant que ces deux-là pourraient bien être des espionnes. Qui sait? Cependant, pour Ye-Shen, elle ne montrerait
pas leurs visages à des tonnes de gens si elles étaient des espionnes. Ce serait absurde. Lorsque les membres du groupe des fleurs voyagent vers une autre secte, elles doivent obtenir l'ordre de la main du maître. Il demande si elles se sont mêlées à la secte de la rivière de sang pendant ce processus par hasard. Là-dessus, elle dit qu'elles y sont allées sous les ordres du maître pour trouver des herbes médicinales dans la partie centrale du continent. Pendant leur voyage, elles sont passées par la secte Wuji et, par chance, l'ont sauvée à temps juste au bon moment en fait. C'est ainsi que sa sœur et elle sont tombées sur ce culte de la rivière de sang. Le groupe prêchait dans un village ou plutôt les forçait à se convertir pour obtenir ses marques à motif. Pour aggraver les choses, il n'épargnait même pas les enfants. Et quand sa sœur et elle ont décidé de se cacher pour aider les villageois, elles se sont fait attraper malheureusement. Pendant cette crise, sa sœur a utilisé toute sa magie pour la protéger et après ce combat, elles ont réussi à les semer. Cependant, quand tout fut terminé, elle a découvert que sa sœur avait déjà été marquée par le culte de la rivière de sang et elle était tellement choquée qu'elle a failli s'évanouir, c'était terrible. Le chemin du retour vers la secte est super long et son niveau de cultivation c'est super bas, alors elle a traîné sa sœur jusqu'à la secte Wuji espérant que l'impératrice pourrait arrêter tous ces gens. En entendant l'histoire, Ye dit qu'il n'y a pas besoin de se sentir mal car en voyageant, il y aura des moments où vous aurez besoin d'aide. Mais d'après ce qui a été dit, la seule personne marquée était sa sœur, c'est étrange, non ? Là-dessus, la fille mentionne que le sceau est apparu sur son corps la nuit dernière. En entendant cela, Ye Shen pense que la situation devient plutôt délicate, voire carrément dangereuse. La marque de la rivière de sang est une restriction imposée par le chef du culte à ses adeptes. C'est une horreur. Quiconque est marqué voit ses pouvoirs spirituels aspirés et déversés dans le corps du chef. En gros, les adeptes sont grillés à moins que le lanceur de sorts ne soit éliminé. Aïe, ça devient de plus en plus fou, mon vieux, c'est la folie pure. Puis la fille mentionne que peut-être à la prochaine pleine lune, sa sœur et elle pourraient être frappées par ces marques de la rivière de sang. La dernière fois, ce n'était qu'un drain d'énergie spirituelle, mais la prochaine fois, elles pourraient perdre leur corps, carrément. Si cela arrive, ils devraient emmener leur reste au groupe des fleurs afin qu'elles puissent rentrer chez elles, au moins. Elle le remerciera certainement dans sa prochaine vie. Attends, il y a la réincarnation, mon esprit est soufflé. Luo Luo, tranquillement dans son coin, dit qu'elle a entendu cette histoire 1 milliard de fois et soudain, Ye Shen fonce à travers la ville à toute vitesse. La fille demande s'il compte quitter la ville et affronter le type à la cape rouge en solo. Sans hésiter, notre héros est partant, car il y a des lustres, la secte de la rivière de sang était une vraie plaie, et il se souvient que le chef était l'ancien de la rivière de sang, un sacré personnage. Mais pendant la guerre des sectes, il était sûr de l'avoir éliminé une fois, et Luo Luo dit « Peu importe, moi aussi j'ai été tué, mais je vis dans le livre céleste. » Pourtant, elle se demande si c'est bien pour lui d'aller à la guerre comme ça, et Yashin répond qu'être un cultivateur ne signifie pas qu'il peut faire n'importe quoi, sans réfléchir. Elle vient d'entendre ce que le culte de la rivière de sang a fait à ce village, alors il ne peut pas juste se détendre et regarder. Luo Luo dit « Ce n'est pas de ça qu'elle parle » et Yashin répond « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle dit que c'est à propos de sa grande sœur, bien sûr. C'est le territoire de la secte Wuji. Donc si cette fille a raison, Luan Yane est forcément au courant, c'est une évidence. Voyant la situation, Ye Shen se dit, elle a raison car Luan Yane a toujours détesté le mal et ne l'ignorerait jamais, c'est certain. Alors Luo Luo dit que sa sœur doit avoir ses raisons pour cela. Pas besoin d'en dire plus sur ce qu'il faut faire car il est plus important de discuter avec sa grande sœur. Elle l'attend probablement maintenant, avec impatience même. En entendant cela, Ye Shen se tait, puis dit qu'il doit rentrer, pourtant il n'a aucune idée de comment affronter Yain maintenant. Quelques heures plus tard, le héros est de retour au château. Il frappe et boum, une explosion. Et là, c'est Luan Yain qui réalise qu'il est de retour, enfin. Après un bain, il meurt de faim, alors il pense à préparer un petit quelque chose à manger. En entendant cela, Ye Shen pense qu'il avait peur d'affronter Yane, mais c'était une inquiétude inutile. De plus, quand ils se sont battus avant, Yane a échangé sa conscience spirituelle avec Jun et n'a jamais quitté la ville pour le retrouver. Il y a définitivement quelque chose d'important dans la secte qui l'arrête, en supposant que Luan Yani a déjà trouvé des indices sur ce culte du sang, c'est sûr. Peu après, le héros essaie de demander quelque chose, mais elle lui dit juste de se taire parce qu'elle sait déjà ce qu'il va demander, c'est évident. Soudain, un flashback apparaît avec Luan Yani disant que son maître avait dit qu'il partirait et il l'a fait comme prévu. Maintenant que les méchants sont partis, seuls de bons moments nous attendent, c'est certain. Pourtant, elle voulait savoir pourquoi elle ne pouvait pas rester à ses côtés car il l'avait juste laissée en plan, la pauvre gamine. Quand le héros est parti en isolement, il allait tous les jours à la falaise pour se purifier, espérant retrouver la secte, mais ça fait plus d'1 mois, c'est long. Ce type, l'ancêtre de la rivière de sang qu'il avait éliminé, est réapparu, utilisant la magie pour lui apposer un sceau à elle aussi. À ce moment-là, elle était une cultivatrice mais ne pouvait pas le battre. Alors elle a vu que le gars avait un crâne avec le sceau de la rivière de sang dégageant de très mauvaises ondes, c'était effrayant. Elle ne pensait pas que c'était normal et a attendu une chance d'utiliser sa magie pour le briser, mais le type s'est défendu et a disparu comme par magie. En entendant cela, Ye Shen pense que, selon Janur, ce crâne est le secret de la façon dont un ancêtre de la rivière de sang a sauvé sa vie, c'est une révélation. Peut-être que c'est un truc de culte sacré, qui sait. Luan Janer dit que l'ancêtre de la rivière de sang était super bien caché et que la renaissance de la secte était la priorité absolue. Alors il a mis ça de côté et a envoyé des espions pour une mission secrète très importante. Alors Ye Shen se dit que du chaos est définitivement en train de se préparer dans la secte Wuji. La fille demande « Comment tu sais ça ?» et Ye Shen répond « Eh bien aux yeux de ce type, tu es son élève. Il aurait dû te tuer, mais non, il t'a plutôt apposé un sceau, c'est bizarre, non ?» Ce sceau est sa façon sournoise de prendre du pouvoir et il voulait probablement faire des trucs louches à ce moment-là. Donc puisqu'il profite secrètement du chaos, plus les choses deviennent folles, mieux c'est pour lui, c'est une évidence.
Connaissant son genre, il lâche probablement des adeptes dans la secte Wuji pour recruter des gens et semer la pagaille. Mais la fille dit ce n'est pas suffisant car au cours de la dernière décennie, le type de la secte est réapparu, révélant qu'il recrute dans le Nord, c'est une information capitale. Le type a même éliminé un tas de ses meilleurs généraux, montrant qu'il a énormément progressé, atteignant presque le royaume de la vie et de la mort. Je suis perdu là. Parmi ces convocations, il y a aussi des rumeurs sur la mort d'un innocent dans la secte Wuji, c'est très inquiétant. Il a personnellement vérifié que la marque correspondait au motif de la grotte rouge, qui est ce sceau de la rivière de sang. Quand il a compris le plan, il a pensé que son niveau de pouvoir était faible, alors il a envoyé des gens distribuer des médicaments spirituels aux habitants. Mais ils ont commencé à progresser bien plus vite que prévu et ont compris ses ruses, puis ont commencé à faire les malins avec les citoyens, c'est inacceptable. Voyant tout cela, notre héros prend la main de la fille en disant qu'il comprend sa douleur et que l'ancêtre de la rivière de sang est un salaud mais qu'il n'est jamais partant pour un combat loyal. S'il veut se cacher, personne ne le trouvera. Donc s'il frappe maintenant et élimine les adeptes du culte dans la secte, ça va paniquer tout le monde, rendant les choses encore plus folles, c'est certain. Une fois que Luan Janer perdra son sang-froid, le type se jettera sur tout le monde, mais si elle reste concentrée sur les premières lignes, il ne fera que rassembler plus d'adeptes. S'il se précipite, ils tomberont dans son piège, c'est une évidence. Donc son plan était parfait et dans ce cas, pas besoin de stresser, car il trouvera certainement un moyen de le vaincre. C'est promis. Pour conclure, ils doivent le choper, lui et sa bande. Alors Luan Janer dit « Ces types ne sont pas un gros problème, et maintenant que nous sommes sur la même longueur d'onde, je me sens détendu en entendant ça, c'est un soulagement. » Yachen dit « Si je n'avais pas croisé ses sœurs des fleurs, qui sait combien de temps il aurait fallu pour en discuter avec elles. Alors si quelque chose se passe plus tard, elle doit lui dire, et soudain la fille est tout agacée, demandant s'il a trouvé les sceaux de la rivière de sang sur ses gens, c'est une question importante. Il doit être très proche d'elle puisqu'il connaît leur nom complet. Alors Yachen répond « Non, tu te trompes. Nous n'avons fait qu'un seul duel et je ne les ai pas revus depuis que j'ai quitté mon temps en solo. » Soudain, la fille se calme, demandant s'il est sérieux, vraiment. Le garçon, avec son visage impassible, dit « Oui. » Luan Janer répond « Je te fais confiance cette fois, et à partir de maintenant, plus de secrets entre nous, c'est clair. » Là-dessus, Yachen pense qu'il était presque félicité pour avoir grandi et être devenu plus intelligent, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse encore comme une enfant. C'est un peu décevant. Changeant de sujet, il est curieux de connaître son prochain mouvement, car il peut maintenant le dire au maître. Alors la fille le sourit, demandant si ces gens ne voulaient pas le chaos, puis elle dit qu'elle va leur donner exactement ce qu'ils demandent, et même plus, c'est sûr. Luan Janer murmure le plan au héros, et quelques heures plus tard, dans une grotte quelconque, un type encapuchonné dit qu'un certain grand ancêtre est fondamentalement un dieu. Donc cette femme de la secte Wuji n'osera vraiment pas frapper à sa porte, c'est impensable, elle n'en aura pas le courage. Mais alors, de nulle part, boum, le gars là-bas s'effondre. Le type sec dit « Je l'ai emmené à la secte Wuji et en retour, il me verrait comme un ami, demandant pourquoi il est si porté sur la violence alors que nous pourrions être une famille. » Cependant, le type à l'épée dit « Tout ça n'est qu'un tracas, une perte de temps, vraiment. Il y a 5 ans, le Nord a été envahi par les ancêtres de la rivière de sang et les forces à travers le grand continent ont commencé à bouger. Mais il avait peur des forces de l'impératrice. Même avec tous ces vents sous sa ceinture, le culte de la rivière de sang ne voulait absolument pas s'en prendre à l'impératrice, c'était trop risqué pour eux. Les deux camps ne tenaient qu'à un fil, jusqu'à ce qu'un jour de pluie, le culte de la rivière de sang déclenche un bain de sang inattendu. Un assassin inconnu, totalement mystérieux, a non seulement trouvé la cachette de l'ancêtre de la rivière de sang, mais a aussi anéanti toute l'escouade d'élite comme un ninja sous l'effet du sucre. C'était impressionnant. Ce gamin, tout en éliminant tout le monde, dit juste, l'air de rien, qu'il est un vendeur. Ouais, bien sûr, vendeur de chaos et de pagaille plutôt, puis l'autre type encapuchonné demande pourquoi il s'est transformé en Hulk à l'époque, genre « détends-toi mon pote ». Même s'il ne dérangeait pas de ranger l'endroit, le visage du gars ressemble à celui qui a perdu un combat contre un mixeur, c'est pas beau à voir. Le type à l'épée reste silencieux pendant que l'autre balance l'info. Son espion dans la secte Wuji dit que l'impératrice prépare un rituel ciel et terre ce soir, c'est une grande nouvelle. Ce rituel utilise les esprits de personnes épignes pour se renforcer, mais une toute petite erreur et c'est la fin du jeu mon ami, c'est terminé. Non seulement ils ne parviendront pas à monter de niveau, mais ils feront aussi face au game over ultime. Luan Janer prévoit d'anéantir tout le monde et de régler ses comptes, un coup classique de l'une des femmes les plus féroces du coin. Mais elle précipite les choses, et puisque le terrain est prêt, elle a besoin de renforts pour entrer dans la ville, c'est crucial. Alors le gars sort un parchemin et boum, changement de scène, on est à l'intérieur de la secte Wuji. Les types encapuchonnés disent « Je vous l'avais dit, car l'impératrice a son escouade prête à tous les points clés menant à son palais. » Pourtant, ils ne s'attendaient pas à un tunnel secret d'il y a 5 ans qui mène directement au palais, c'est une sacrée surprise. Sournois, donc ils doivent de profiter du spectacle tant qu'il dure, mais quelque chose ne va pas avec le gamin. Le type parle trop, c'est agaçant. À travers la ville, Luan Janer se prépare et quelqu'un dit « Tu es prête à partir, on y va ?» Il devrait partir, et tous les cultivateurs de la ville se préparent. Et franchement, rien de bon ne sortira de tout ça, c'est sûr. En ville, tout le monde est rassemblé, et le gamin demande « Pourquoi on ne va pas se coucher ?» L'aîné répond que c'est l'impératrice elle-même qui les a convoqués, elle travaille tellement qu'elle est à 2 doigts de se demander si elle est sa propre fan numéro 1. Il devrait vraiment prier pour son succès et son bonheur, croisons les doigts. Soudain, quelque chose se passe sur le toit et l'homme encapuchonné dit que l'hôtel est prêt. Les civils chantent des bénédictions. Luan Janer est à fond dans ce rituel ciel et terre, mais pas de souci pour repérer des objets sacrés à proximité. Au début, il pensait que Luan Janer avait un plan pour ça, mais non, il s'inquiétait pour rien. Il demande ce que le gamin en pense, mais pouf, le gamin a disparu. Ça n'a pas d'importance pour lui, car une fois qu'il aura Luan Janer, il sera le maître de cette transformation.
Soudain, la fille sent quelque chose et oh là là, ses yeux sont plus rouges qu'une tomate. Tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe et des marques commencent à apparaître sur son corps. Saisissant l'instant, le type au visage sec est maintenant dans l'esprit de Luan Yaner. Les gardes tentent d'intervenir, mais ils sont marqués aussi. Le type ordonne à Luan Yaner de marquer tout le monde avec le sceau de la rivière de sang, mais elle s'effondre. L'homme encapuchonné est confus, pensant que ce qu'il a senti en elle s'estompe, ce qui signifie que le rituel ciel et terre a peut-être échoué. Pourtant, c'est possible car il a ressenti des vibrations du royaume de la vie et de la mort quand il l'a marqué, puis bam, le protagoniste apparaît et le frappe. En regardant le visage défiguré du type, il se dit « ça fait une éternité que je n'en ai pas vu un comme ça ». Comme toujours, c'est un sacré opportuniste si vous voyez ce que je veux dire. Le type devient tout nerveux, disant qu'il le cherche depuis 100 ans, confirmant qu'il ne reste rien de son corps et de son âme, donc impossible qu'il soit là. Soudain, quelqu'un dit « Est-ce vraiment si impossible ?» Et Luan Yaner apparaît. Notre héros lui demande comment elle va et elle répond « Rien ne peut mal tourner avec mon maître ici, mais je ne peux pas en dire autant de ce type. » En entendant cela, le type de la secte du sang se dit « Impossible que quelqu'un du royaume divin de la sculpture puisse créer une marionnette avec des vibrations du royaume de la vie et de la mort, à moins d'avoir fait une percée épique. » Alors le protagoniste répond « Je te l'avais dit, toujours pareil. Vu son aura, la nouvelle de la marche des troupes de la rivière de sang n'était pas son œuvre, et si c'est le cas, il a d'autres plans en tête. » C'est un coup audacieux et frapper le centre de la secte Wuji est son meilleur pari, et avec Luan Yaner gardant les frontières, il complote définitivement quelque chose de sournois. Il s'est toujours dit qu'elle aurait peu de renforts pendant la préparation du rituel, et maintenant ses suppositions étaient exactes. S'il avait été un peu plus prudent, les choses auraient peut-être été différentes, mais il avait prévu de le mettre hors jeu rapidement. Quelle fille rusée! Mais avant qu'il ne puisse agir, il a révélé sa couverture avec ses sorts, et pour quelqu'un comme lui, montrer toutes ses cartes signifie qu'il est super confiant de gagner. En gros, quelqu'un le soutient et en entendant ça, le type au visage sec éclate de rire, demandant s'il pense toujours être le même car il y a 100 ans, il a bloqué ses mouvements et l'a acculé, mais il a quand même réussi à s'échapper jusqu'à maintenant. Alors il va révéler qui le soutient en montrant le crâne. Il dit que si quelque chose lui arrive, l'accord est rompu, appelant le roi des assassins en renfort. Soudain, quelqu'un cible Luan Yaner, mais le héros mystérieux était là, prêt à sauver la situation. Il n'en croit pas ses yeux car c'est sa deuxième disciple, Shuluo. Yashun demande si c'est vraiment elle et ce qui s'est passé, puis la fille recule, les yeux rivés sur eux, et l'homme encapuchonné continue de rire comme un maniaque, se demandant s'il avait vu ça venir quand il faisait toutes ces menaces. Plus de surprises à venir et boum, une explosion retentit, juste comme ça, incroyable. Le héros est sur les nerfs et à ce moment-là, Shuluo le charge à nouveau. Luan Yaner lui dit de se calmer mais la fille s'en fiche et brandit son épée. Elle frappe un peu Luan Yaner mais ensuite la fille lui demande pourquoi elle se ment à elle-même. Peu après, le héros apparaît derrière elle et le type transpire à grosses gouttes. Une autre explosion secoue l'endroit et Luan se bat littéralement avec la fille avec seulement 2 doigts. Il dit qu'étant de la même école, ils sont comme une famille et que quoi qu'il arrive, elle ne devrait pas s'opposer à sa grande sœur. À cela, la fille répond qu'elles sont définitivement pareilles. En reculant, elle dit qu'elle trouvera un moyen de tester sa lame, lançant une rafale de coups sur Yaishin, tandis que Luan Yaner les supplie d'arrêter ce chaos. En fait, c'est elle qui se ment à elle-même en se battant contre son maître, alors elle veut savoir pourquoi elle doute d'eux. Alors Shuluo s'en prend à Luan Yaner, disant qu'elle ne la dérangera plus, et porte un coup à la jeune fille. Évidemment, le héros est plus rapide et protège la jeune fille. Il mentionne que ses compétences d'esquive sont toutes dues à ce miroir de déplacement. Il lui a donné cet objet à l'époque, alors il veut savoir si elle tourne son épée contre sa secte. Waouh, le type est vraiment en colère maintenant. En entendant cela, la fille est choquée, mais elle dit ensuite qu'il n'est pas son maître. Oui. Shen dit que dans ce cas, ils sont de retour à la case départ et la fille est étonnée de la vitesse à laquelle il a bougé. Une autre explosion retentit, Luan Yaner observe le chaos et Xuluo demande pourquoi on l'empêche de partir. Luan Yaner dit que son maître est toujours en vie et s'est juste caché, donc pas besoin de croire à ses rumeurs. Mais en se dirigeant vers sa sœur, elle dit que c'est un mensonge parce qu'elle a vu son corps de ses propres yeux et ne se laissera pas berner. Le responsable était l'honorable conquérant céleste. Elle a été clairement secouée en entendant le nom du coupable, mais cela n'a pas d'importance car elle n'a pas peur et vengera son maître seul. Puis Luan Yaner regarde le héros en disant qu'ils devront trouver un moyen de l'écouter, mais soudain la marque recommence à s'activer. Ailleurs dans la ville, Qiaohui dit à sa sœur qu'elle n'est pas complètement guérie, alors elle devrait s'occuper de la reconnaissance, mais Chinger dit qu'elle a été trop facile avec elle avant et a oublié les enseignements des ancêtres, lui demandant si elle a mentionné sa mission à ce type. Qiaohui répond « Non, pas question, parce que ma mission est de trouver le propriétaire du livre céleste et de livrer la marchandise, sinon la croisière des 100 fleurs sera grillée. » Quelqu'un dit « Le russe ». Bam, les sens de Xiaohui s'activent et la marque se déclenche. Et devinez quoi? Toute la ville le ressent aussi, comme un mauvais jour de Wi-Fi. Retour à l'action, notre héros affronte 2 méchants en solo. Juste à ce moment, le type encapuchonné frappe la fille en grommelant qu'elle est en retard. Les sceaux de la rivière de sang dopent l'énergie spirituelle de Yaner et maintenant il a atteint le royaume de la vie et de la mort, donc il est pratiquement intouchable tant que le sceau est tranquille.
Voyant le chaos, elle essaie probablement de s'emparer du sceau ancien Yin du ciel avant qu'il ne puisse attraper Luan Yaner. Si c'est le cas, elle ferait mieux de se dépêcher car ils ne sont pas dans la même ligue et soudain notre héros lui donne un coup de pied. Le type fulmine, disant que rien ne peut le vaincre et qu'il a échoué il y a un siècle et est prêt pour une revanche. Même s'il est dans le royaume de la vie et de la mort, il n'est pas à son niveau, demandant ce qu'on peut attendre de plus. En bref, il n'a plus rien et l'ego du type est démesuré. Levant le crâne, il affirme qu'avec ça, il va enfin passer au niveau supérieur. Alors notre héros se dit « D'où vient tout ce courage ?» Il a donc probablement affaire à des gadgets spirituels et le type est secoué, ne croyant pas que son sceau ait été brisé de nulle part. Yashin appelle un dragon et le type est perdu car un gadget céleste vibre avec lui. En un éclair, le héros attrape le type, disant qu'il a quelque chose à lui demander. Évidemment, quelque chose qu'il a fabriqué reconnaîtrait totalement son créateur, comme l'objet qu'il tient maintenant. Soudain, le crâne commence à s'estomper et toutes les marques de la ville disparaissent petit à petit. Pendant ce temps, notre héros tient Luan Yaner et l'homme encapuchonné est sidéré que Ye Shen, d'un seul mot, ait éteint la divinité de l'objet sacré et toutes les prières. Il est quand même curieux de savoir pourquoi il n'a jamais entendu parler de lui comme étant le légendaire gadget spirituel ancestral. Alors, Ye Shen répond « J'ai tout compris maintenant », mentionnant qu'il a beaucoup de temps. Puisqu'il n'y a pas de problème, il peut faire ce qu'il veut avec lui, alors il ferait mieux de décider vite. Soudain, la créature s'incline et le héros se dit « Toujours la même rengaine ». Puis le garçon appelle Shuluo, entendant que sa sœur est en difficulté. Il s'avance pour affronter le méchant et juste pour ça, il laissera passer. Elle a 3 jours pour retourner à la secte et une chance de s'expliquer. La fille écoute tranquillement puis disparaît. Plus tard, la voilà étendue sur le sol, la pauvre. Soudain, quelqu'un dit que ce n'était pas une promenade de santé. Après avoir affronté 2 méga-boss, elle avait encore l'énergie de parcourir une telle distance. C'était le roi assassin désespéré qui avait du mal à la suivre, aussi drôle que cela puisse paraître. Alors Julo dit « J'ai récupéré le crâne, on peut discuter maintenant ?» La fille répond « Tu sais, si c'est le crâne de Ye, la secte Wuji a dû mettre des siècles à le récupérer. » Elle lui demande si elle a oublié les dernières paroles de son maître. Elle ne supporte pas de perdre face à ce type, alors elle doit se venger elle-même. Xulu doit une faveur à Ye Shen, alors il lui a confié cette mission, lui demandant si elle fait confiance à ce sosie qui l'a poursuivi. Évidemment, c'est un mensonge de Luan Yaner et le roi assassin est aussi faux que la gentille impératrice, mais la fille défend son frère en disant qu'elle ne ferait jamais ça. Soudain, la fille bandée invoque un éclair sauvage, disant qu'elle est toujours difficile à gérer, mais ce pouvoir ne se déclenche que lorsqu'elle est épuisée. Ce combat a dû l'anéantir, mais pas de souci, car maintenant elle ne sentira plus rien. Ce sceau va effacer sa mémoire, et même si cet ancêtre de la rivière de sang est un échec, il a quand même réussi quelque chose. Dommage qu'il n'y ait pas le temps de vérifier par elle-même, disant que sa majesté est toujours inconsciente, alors elle ferait mieux de se dépêcher et d'aller chercher les documents. Scène suivante à la secte Wuji. C'est le chaos total, car Luan Yaner est toujours inconsciente, Chinger est tout... C'est bien pire que ce que je pensais. La Grande Céleste lui a donné la mission de livrer quelque chose au propriétaire des livres célestes, mais avec sa sœur toujours endormie, ça n'arrivera pas de sitôt. Soudain, le personnage principal apparaît et il est super énervé. Les filles commencent à paniquer et Yashen entre. Luo dit « Je comprends maintenant, c'est probablement du poison ». Yashen répond « Même avec les sceaux maudits disparus, Yaner est toujours inconsciente. Je me doutais que ça pourrait arriver en la ramenant, mais ça fait une éternité et il n'a aucune idée de quand ils ont concocté ce poison ». Luo dit « C'est une vieille histoire perdue dans les livres ». Le gamin a une intuition demandant si c'est le fameux poison du sceau de la mort, un sceau à poser sur un cultivateur qui déclenche une malédiction agissant comme un limiteur, et s'il continue de s'affaiblir, la cible ne peut plus gérer son propre pouvoir. Le sceau de la rivière de sang n'était qu'une couverture pour introduire le sceau de la mort, et la secte de la rivière de sang n'était qu'un pion dans tout ce gâchis. Shulo est perdu et Luo est agacée, disant qu'elle ne peut pas croire que sa grande sœur trahirait la secte, mais tout va se savoir dans 3 jours, et le plus important maintenant est de retirer ce poison de Luan Yaner. Luo dit « Ce poison perturbe ses vaisseaux sanguins », demandant à Ye Shen s'il a un plan, et il répond qu'il ne peut pas se rater. Il pourrait utiliser l'inversion des 5 chemins pour l'extraire, mais avec le sceau de la rivière de sang qui absorbe l'énergie spirituelle, cela pourrait accidentellement la blesser. De nulle part, le personnage principal arrache sa chemise et c'est comme « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Luo est toute troublée, demandant ce qu'il fabrique, pensant que c'est une sorte de double cultivation. Le personnage principal jette un regard à Luan Yaner, puis ouvre la bouche comme « Oh là là, mon vieux, tu y vas à fond maintenant ». Il dit qu'il peut forcer le sceau à muter à l'intérieur d'elle, le déplaçant vers son propre corps. Soudain, Chinger réapparaît et Yashin est tout nerveux, demandant pourquoi il ne se repose pas. Elle dit que si Yashin utilise la cultivation pour éliminer le poison de l'impératrice, il pourrait y avoir des conséquences. L'équipe des Sans-Fleurs est spécialisée dans les sceaux maudits, et quand ils ont sauvé un cultivateur du sceau de la mort au-dessus du grand ancêtre, il y a eu un effet secondaire. Quand le sceau a frappé sa victime, une partie s'est transformée en réserve d'énergie du cultivateur. En bref, cela pourrait totalement l'anéantir s'il draine le peu d'énergie restante. Alors, représentant la secte des Sans-Fleurs, elle s'offre. Il faut bien rembourser le moment où ils l'ont sauvé, n'est-ce pas ?
Plus tard, Luo Luo dit qu'elle a vérifié et que les filles ont raison, mais elle n'est pas sûre de leur motivation. Le temps passe vite, Luan Yaner va de plus en plus mal et Shinger s'avance pour aider, réalisant que quelque chose ne va pas. Luan Yaner est littéralement en train d'absorber son énergie maintenant. Elle n'a aucune idée pourquoi, car le sceau de la mort est censé drainer la cultivation de la victime, mais maintenant c'est elle qui est drainée, n'est-ce pas? Puis Luan Yaner ouvre les yeux, murmurant à la fille qu'elle la veut. Oh là là, cette histoire devient folle. À ce moment-là, notre héros intervient, disant qu'il comprend son intention, mais Yaner a une constitution spéciale et si quelque chose tourne mal, elle pourrait se blesser. La fille a des racines d'affinité avec le feu, tandis que les sceaux de la mort. Et s'ils s'affrontent, cela aspirera son énergie. Il apprécie vraiment qu'elle veuille aider sa disciple, mais elle n'a pas réalisé le danger et prévoyait d'utiliser son corps pour arracher le sceau avec un outil spirituel. En entendant cela, elle pense que le gamin parle de ce livre céleste, et si c'est le cas, elle a été stupide car elle a offert son aide pour paraître plus naturelle en rendant le livre céleste. Mais dans sa précipitation, elle a oublié que la protection du livre céleste était pour lui, donc il n'a même pas besoin d'elle. Waouh, ses cours de chinois deviennent compliqués. Elle dit que Yashen peut totalement voir à travers elle, alors si elle continue, il pourrait commencer à se douter de quelque chose. Peu après, Yashen dit que même avec l'outil spirituel, les effets ne sont que superficiels, et d'après ce qu'il voit, ses compétences de récupération sont solides. Yo, alors le MC, est enfin perplexe, demandant s'il peut aussi participer à l'action. Le gamin a ses pouvoirs incroyables, mais c'est un nouveau territoire, il est tout entier avec ses pouvoirs, gardant le sceau sous contrôle. Cela devrait être comme un bouclier contre la marque du destin. Puis la fille intervient en disant « Ce pouvoir est un mouvement secret du culte des sans-fleurs, il faut 10 jours pour le maîtriser. » Mais Yashen répond « Non, je gère. » Elle n'a qu'à lui donner les détails et il s'en chargera. Shinger est toute nerveuse et le gamin demande « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle essaie de se calmer mais c'est le plus difficile des 5 chemins. Pas de place pour les erreurs et bam, le MC dégage une étrange fumée violette. Shinger est sidéré, pensant « Il y a 8 points d'ancrage dans le noyau d'une personne, mais il les a tous invoqués d'un coup. Plus on touche de points, plus ça devient difficile, mais même son ancêtre n'a réussi à attraper que 9 encres en 3 jours. Le type est une vraie bête, et puis Yashen dit « Hé ma belle, à ton tour !» Et attends, le gamin va-t-il se déshabiller? Shinger répond « Je gère », mais elle est secrètement curieuse de savoir ce qui va suivre. Elle jette un coup d'œil, voit le MC super concentré, impatiente de voir ce que cela signifie pour elle aussi. Plus tard, oui, Shen s'en va et Shinger vérifie si elle va bien. Le gamin tient la marque en disant que grâce à elle, Yaner est tiré d'affaire. La fille dit « Calme-toi, ça aurait été bien et il a probablement remarqué que je faisais juste semblant. » Yashen répond « Une victoire pour toi est une victoire pour moi, alors on est quitte et on la soutiendra si besoin. » Puis elle demande un instant jusqu'à ce que sa sœur se réveille pour qu'elle puisse tout raconter. Changeons de sujet. Le MC est curieux de savoir combien de personnes ont ce sceau. Elle dit que la marque du destin existe depuis toujours. Maintenant, c'est un mouvement interdit, alors elle n'a aucune idée des chiffres. Yashen se demande comment ils ont réussi à obtenir un tel mouvement. Shinger dit que le Grand Céleste a déclaré que ce sceau, il y a 100 ans, n'était pas destiné à nuire. Quelqu'un l'a modifié et l'a répandu. Le MC demande une idée de qui ça pourrait être, peut-être quelqu'un de proche. Soudain, ils entendent un bruit et Luan Yaner se réveille. Elle demande des nouvelles de son équipe et le garçon répond « Tout va bien, calme-toi maintenant. » À propos de Xu Luo, il y a des plans et Yaner est désolée d'avoir menti tout ce temps, elle avait juré de ne plus le faire, mais oups. Le garçon essuie ses larmes, demandant si c'est à propos de Luo Luo. Elle dit qu'elle pourrait savoir pourquoi sa sœur fait ça, et après s'être cachés, ils sont allés à leur ancien repère de secte, plus précisément la zone de détente préférée du MC où ils ont trouvé une lettre. Elle disait que Yashen était fichu, il a essayé d'expliquer aux autres mais n'a pas pu dissiper leurs doutes. Xu Luo pensait qu'il était mort, voulait se venger, a même essayé de l'arrêter mais sans succès. Yashen pense qu'un conquérant céleste d'il y a un siècle était un pro du royaume de la vie et de la mort, et Xu Luo joue avec le feu. Yaner continue en disant qu'après la scission, elle a rallié les croyants et a fondé la secte Wuji en tant qu'impératrice. Après son départ, elle n'a pas cherché à se venger tout de suite, mais a trouvé des assassins errants sur les terres, tandis que Luo Luo est allé au sud pour enquêter sur les attaques de la secte. Mais Xu Luo, il y a 15 ans, a dit qu'elle avait trouvé un moyen de tuer le type qui avait battu le MC. Elle avait besoin d'un certain sceau pour les cieux, il a essayé de l'en dissuader, mais c'était une bataille sans fin. Chaque fois, elle a essayé de voler ce sceau, mais à chaque défaite, elle disparaissait et se faisait discrète. Pourtant, elle ne l'a pas vu rejoindre cette bête et revenir en tant que roi des assassins. Voyant tout cela, Yashen se dit que les conquérants célestes sont forts, mais il faut plus d'un tour pour les vaincre. Si Yaner a dit que sa sœur ne complotait pas de vengeance tout de suite, ses actions au cours de la dernière décennie sont totalement suspectes. Boum, retour en arrière. Le personnage principal dit « Pourquoi tu te relaxes sur cette montagne? Ta grande sœur est à ta recherche. » La fille répond « Si je ne réussis pas ce test de courage, personne ne voudra plus traîner avec moi. » Yashen dit « D'accord, je vais te donner un de mes trésors secrets. » Il lui tend le miroir de l'horizon en disant « Frotte-le quand les choses deviennent louches. » Et pouf,
Tu es en sécurité? Elle dit. Yishen, tu as peur? Il répond. Ben oui, mais tu ne me crois jamais parce que je fonce toujours en premier et je ne perds jamais. Mais notre héros dit. Je le fais parce que j'ai peur aussi. Je crains que si les choses tournent mal, je perde et que je ne sois plus là pour les protéger. Quand la peur est vaincue, elle se transforme en courage et si elle l'accepte, aucun cultivateur louche ne l'effraiera plus jamais. Yoshen est plongé dans ses souvenirs, tandis que Yoshen et Yanner font face au personnage principal lui demandant si quelque chose ne va pas. Le garçon répond « Non, tout va bien » et mentionne qu'il a dit à Shulu de revenir dans 3 jours pour tout raconter. Luan Yanner essaie de se lever mais elle est super faible. Yeshen dit « Ma fille, oh, tu ne peux même pas te tenir debout, tu dois prendre soin de toi ». Il a utilisé la double cultivation pour annuler son sceau de la mort, mais son noyau est toujours endommagé, alors elle doit se reposer et guérir. Elle est choquée, demandant pourquoi il a fait ça pendant qu'elle était inconsciente. Il aurait dû attendre qu'elle se réveille. On dirait une dispute de couple. Changeant de sujet, elle demande comment elle a été frappée par le sceau de la mort, car ce type ne fait pas ça, et sa sœur n'est pas du genre à lancer des malédictions. Soudain, Luan Yanner appelle la générale qui dit qu'elle était en service de passage secret comme ordonné. Comme prévu, il y a eu une tentative sournoise et après une échauffourée, elle a filé. L'intrus est un pro des sauts maudits et Luan Yanner lui dit de tenir bon. Elle enverra des renforts, disant à Yashen que quelqu'un fait équipe avec sa sœur et que ce saut mortel est probablement leur œuvre, donc il ne devrait pas attendre 3 jours. Yashen dit « Elle sera là demain et je viens de la combattre. Son but est de s'emparer du sceau des cieux et elle a fui, non pas à cause de lui, mais parce qu'elle était pas mal amochée. » Luan Yanner dit « Si sa sœur veut revenir dans la secte, les marionnettistes ne la laisseront pas faire. » Les gamins sont tous excités, disant que demain est le grand jour. Pendant ce temps, de l'autre côté du château, Yantan est ravie parce que son maître est réveillé. Elle se lève, balayant la pièce du regard, demandant si elle a trouvé le grand maître et où il se trouve. Yashen apparaît en disant « Longtemps sans te voir, Nosy, comment vas-tu » La fille fond en larmes, demandant s'il avait vu ses retrouvailles venir il y a des lustres. Yashen répond « Je savais que nous nous rencontrerions aujourd'hui, mais je n'avais pas vu les batailles venir. Merci pour tout. » Plus tard, Luan Yanner prend des nouvelles, demandant si elle a besoin de quoi que ce soit. Elle est libre de demander, elle a un souhait, mais veut d'abord savoir si le maître a encore besoin de son aide. Le personnage principal sourit, pensant que rien ne lui échappe. Pendant ce temps, Shulu écoute aux portes depuis le toit. En descendant, Luan Yanner lui demande si elle a abandonné ses idées, vu qu'elles sont de la même secte. Pourquoi cette animosité? Le maître ne serait-il pas déçu de les voir se déchirer ainsi? La jeune fille, furieuse, attaque Luan Yanner, lui disant d'arrêter de cacher son aura. Elle veut aussi savoir pourquoi elle continue de faire semblant d'être faible et ignorante. Sa sœur lui dit d'arrêter de retenir Juluo, affirmant que le trésor du maître ne sera pas pris. Il faudra d'abord passer par elle. Mais en un éclair, la jeune fille est aux côtés de Luan Yanner, disant que tout cela est inutile. Bon, accrochez-vous, car cette histoire va devenir complètement dingue. Cette fille, elle n'a même pas besoin de prendre l'objet elle-même, car elle sait parfaitement où il se trouve. Elle défonce une boîte façon Hulk, trouve un sac, et Luan Yanner lui dit de se calmer, qu'elle se fait manipuler par ces types. Il s'avère que leur maître n'est même pas mort, et tout ce qu'elle veut, c'est que sa sœur lui fasse confiance. Elle se demande si ce n'est pas mieux, finalement. Soudain, Shuluo ressent une drôle de sensation, réalisant que son aura est passée au niveau supérieur. Luan Yanner plaisante sur sa sœur, une vraie ninja des toits, et la jeune fille renvoie Bli, elle s'enflamme et la charge. Mais ensuite, elle se dit « C'est inutile, mec, le MC a été transformé, fais ce que tu veux, ça ne changera rien. » Shuluo est sidéré qu'une marionnette puisse copier sa sœur et même son niveau de puissance. Le personnage principal lève la main. Boum, explosion, et il dit « Pourquoi s'y effrayer? Ne t'ai-je pas appris à en voir un et à en imaginer 10 sur le champ de bataille? Au pays d'Aswan, chaque chemin est découvert, et une fois qu'elle touche le miroir au trésor, elle est piégée, il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. » En gros, elle fait trop confiance au changement et à la réflexion parce qu'elle est faible et pense toujours à fuir, mais elle a toujours la réputation de l'assassin la plus redoutée. La jeune fille en colère le traite de faux, indigne des paroles de son maître. Exactement, puis le MC avec un sourire malicieux dit qu'elle est enfin apparue en utilisant son sceau d'invocation. L'ambiance du gamin change et Shuluo se dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Bien sûr, la personne devant elle est un faux, mais elle ressent quelque chose de nouveau. Le MC la regarde avec une rage pure, lui attrape la tête et lui dit de se calmer. Il fait un mouvement audacieux et soudain, la scène bascule vers un autre endroit et une fille dit « Cette boussole est un vrai casse-tête. » Tout le monde est dispersé et la fille dit que pour trouver le miroir divin de l'impératrice, elle a dû sacrifier 10 vies. Même si Yeshen est super fort, il faut une journée entière pour briser cette malédiction, et pendant ce temps, Shuluo doit récupérer l'objet. Soudain, elle sent l'aura de sa marque, pensant l'avoir activé. Son éventail brille, ses vêtements se déchirent, et elle se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle n'arrive pas à croire que Yixin renvoie de l'énergie spirituelle à travers son sceau, mais il doit y avoir plus. Le gamin est intense, car pendant qu'il se bat, il suit sa position exacte, mais la fille lui mord le doigt, fait un saut et dit qu'elle n'est pas facile à gérer. Boum, explosion, et Yanner observe depuis le château. L'autre maître arrive, lui demandant comment elle va, car Yatian se bat depuis des lustres. La jeune fille change de sujet, disant qu'elle est juste un peu inquiète. Elle se demande si c'est à cause de Xuluo, car cela pourrait énerver le MC et provoquer le chaos.
Elle demande pourquoi le maître ne l'a pas laissé l'accompagner et Yaner dit qu'il avait peur qu'elle finisse par supplier pour elle, mais sa sœur dit qu'elle se trompe. Yashin ne voulait juste pas qu'elle porte un poids supplémentaire. Ils disent que chacun a son destin et à l'époque, Shuluo a fait un choix pour ses propres raisons. Elle sait qu'elle veut aider le maître, mais peut-être qu'il n'en a pas besoin. Yaner écoute tranquillement, puis en arrière-plan, notre garçon apparaît portant Shuluo. Yaner est choquée, elle est indemne et surprise que le maître ait été indulgent avec elle. Yeshan dit que lorsqu'il lui a parlé il y a 3 jours, il avait tout préparé pour qu'Aswan la piège, même si c'était un peu tôt, ça a fonctionné. Et après avoir trouvé une malédiction chez Yaner, il a pensé que Xuluo pourrait en avoir une aussi, alors il a utilisé l'énergie inversée pour traquer l'utilisateur de la marque, mais la personne a coupé la connexion avec Xuluo et Yaner dit que l'énergie spirituelle ne disparaît pas comme ça, donc ils peuvent trouver un moyen de la suivre. Yashen dit que ce n'est pas nécessaire car elle a probablement des renforts, et s'il était elle, il ferait une scène pour attirer les ennemis sur son territoire. L'impératrice demande, on les laisse juste partir, et le MC répond « Non, pas question ma belle. J'ai laissé une marque discrète quand j'ai inversé l'énergie spirituelle, donc on la prendra par surprise quand elle se détendra. » Le gamin est froid et stratégique, disant qu'il doit sécuriser son emplacement pour qu'elle ait le temps de se recharger, et quand Shuluo se réveillera, il aura une discussion avec elle. Pendant ce temps, Yaner est toujours triste pour sa sœur et le pauvre Yashin pense « Après tout ce temps, nos retrouvailles sont un vrai désastre. » Sorti de nulle part, l'autre maître apparaît en disant « Hé, la sœur est de retour. » Faisons un peu la fête. Quelle excuse bidon pour se saouler, mais le duo répond « Non, elle est trop faible pour ça. » Elles échangent un regard et l'autre fille le dit « Bon, d'accord alors », demandant si Yaner n'avait pas promis d'exaucer n'importe quel vœu car elle veut vraiment quelque chose. Oh là là, ça va être dingue. Le protagoniste fait la moue, se demandant ce que ça pourrait être d'autre que faire la fête. Elle dit que tout ça, c'est de l'histoire ancienne et qu'elle n'est plus dans ce genre de vie. Le gamin est choqué. Elle a arrêté de faire la fête, demandant ce qu'elle veut alors. Pendant ce temps, Luan Yaner éclate de rire en arrière-plan, traitant son maître de rigolo, demandant si sa sœur ne comprend toujours pas après toutes ces années. La jeune fille est d'accord, disant qu'avec le maître, il faut être direct. Alors elle dit « Je veux jouer à cache-cache avec vous deux. Tout le monde est là. Quoi ?» Et Luan est surprise, c'est tellement bête, mais elle dit que c'est de sa faute parce que enfant, il n'arrêtait pas de dire qu'il ne trouvait pas ses cachettes et c'est son plus grand regret d'enfance. Elle leur donnera le temps de se cacher et si elle les attrape, eh bien vous savez, soudain la jeune fille disparaît. Luan Yaner est inquiète, elle n'arrive pas à croire qu'elle lance un sort pareil dans son état, mais Yashin dit « Laisse-la faire Yaner, concentre-toi sur ta santé », disant qu'il va la conduire à sa chambre. La jeune fille recule, disant que puisque c'est le vœu de sa petite sœur, elle ne peut pas gâcher le plaisir, alors il doit se cacher vite, et quelques minutes plus tard, le protagoniste se détend sur le toit, observant la ville. Le gamin pense que Luan Yaner était juste heureuse, mais maintenant elle est toute maussade, se demandant si elle est fâchée contre lui. Puis Luo Luo apparaît, disant qu'il est là la moitié du temps et ne se cachera pas bien, et elle a entendu Aswan dire que si elle l'attrape, il y aura une punition. Mais pour Yashin, gagner ou perdre n'a pas d'importance. Tout est question de rendre Aswan heureuse, et Luo Luo dit « Alors pourquoi cette tête d'enterrement ?» Soudain, elle plaisante en disant que la sœur aînée arrive, mais ce n'est qu'une blague. Agacé, le protagoniste la piège dans un parchemin et la jeune fille demande pourquoi il ne parle pas simplement à sa sœur aînée. Elle l'apprécie et racontera tout ce qui s'est passé, mais Yashin répond « Non, elle me déteste probablement puisqu'elle m'évite. » Puis Luan Yaner apparaît réellement et Luo Luo essaie d'expliquer, mais le protagoniste est toujours abattu. Peu après, la pauvre fille n'en peut plus et gifle le protagoniste, disant qu'il doit parler directement à la jeune fille s'il veut faire quelque chose. Le garçon tombant au sol, il s'inquiète d'avoir blessé sa disciple même après l'avoir soignée, puis, sorti de nulle part, il demande si la jeune fille ne l'aime pas par hasard. À ce moment-là, ça le frappe car il l'a dit complètement à l'improviste. Puis Luan Yaner appelle le protagoniste, lui chuchotant à l'oreille de rester silencieux juste après qu'Aswan apparaisse, commençant à les chercher tous les deux. Ils ne savaient pas. Exactement, ils étaient là dans le coin à se câliner. Alors que la jeune fille part, le protagoniste essaie de se lever, mais Luan Yaner le retient. Elle dit que ce n'est pas qu'elle ne l'aime pas, mais elle avait peur qu'il ne veuille pas d'elle, alors elle a gardé ses distances. Elle ne l'aime pas seulement comme maître et disciple, mais elle veut quelque chose de plus. Ça passe de 0 à 100 très vite. En entendant cela, Ye se souvient de tous leurs moments et l'embrasse soudainement. Waouh, même moi je ne l'avais pas vu venir, et le garçon dit que maintenant ils sont plus que de simples maîtres et disciples. Là-dessus, la jeune fille saute sur Yashen, toute joueuse, disant qu'elle fera tout ce qu'il dira. Yashen devient tout timide, fixant la personne devant lui, juste après que Luan Yaner dise « Je ressens quelque chose d'étrange », et notre héros rougit comme une tomate, disant qu'ils sont allés trop loin à l'intérieur. Il n'est toujours pas à pleine puissance, il a besoin de se calmer, et Chingers est juste là, observant tout. Parlez-moi de mauvais timing, hein. La pauvre fille se fige, puis sa sœur apparaît, disant que c'est plus facile de chercher ensemble, sortis de nulle part. Chingers ferme les yeux, et la jeune fille se dit « Est-ce que quelque chose de grave se passe ?» Et les sensations sont là, peut-être qu'il peut aider. Le MC hoche la tête avec confiance, disant que tant qu'il est là, pas besoin de paniquer. Ailleurs dans le château, les sœurs discutent et celle aux cheveux verts dit qu'elle est là pour rencontrer le maître des livres célestes. Elle tend un pendentif expliquant que sa sœur était sous un sort, donc l'aider était prioritaire sur la livraison.
Changeant de sujet, elle demande si Yashin va vraiment bien et le garçon tout ligoté dit que Yanner ne fait que s'amuser. Soudain, la jeune fille s'agenouille, s'excusant pour tout, disant qu'elle ne voulait pas envahir son espace. Elles étaient juste pressées, mais ne vous inquiétez pas, elles ne diront rien de l'avoir vu avec Yanner. Personne ne va l'imaginer faire toutes sortes de pauses, c'est juste trop. Le MC dit « allons droit au but » et les sœurs commencent à lancer un sort. Une fumée verte tourbillonne et paf, une fille aux cheveux blancs apparaît. Yishin l'appelle Ruoxi et elle dit « ça fait longtemps ». Le garçon, coriace comme un cafard, reste fort. Aïe, c'était un peu dur, Yishin est d'accord et la jeune fille dit qu'il est le seul assez courageux pour lui parler comme ça, mais le garçon reste impassible, demandant pourquoi elle a envoyé des gens attendre le livre céleste. La jeune fille rit doucement et le MC est curieux de savoir si c'est à propos de la personne qui a scellé son disciple. Ruoxi dit qu'il est toujours aussi perspicace, mentionnant que cette personne a un passé avec elle. Mais attendez, il y a plus. La destruction de sa secte est également liée à cela. Maintenant, le garçon est intrigué, demandant ce qu'elle sait et elle dit qu'elle l'attendra dans la terre interdite de Baihua. Il ferait mieux de se dépêcher et pouf, elle est partie. Yashen est plongé dans ses pensées pendant que les sœurs maintiennent leur sort. La magie s'estompe et le héros dit qu'il a envoyé le message. Merci pour l'aide, mais il y a plus qu'il veut savoir. Depuis la création de la secte des 100 fleurs, Roxy n'a fait que des sorts de scellement, donc pas besoin d'entraînement intensif, mais il a entendu dire qu'elle était allée dans un endroit interdit et Chingers dit « Je n'en ai aucune idée, nous avons rejoint il y a 10 ans ». Yashin pense que la méthode de message de Ruoxi est super complexe, elle ne joue généralement pas avec les vies, mais si ça en est arrivé là, ça signifie que la secte a changé il y a 10 ans ou plus tôt, puis Chinger demande si l'ancêtre essayait de l'emmener dans la terre interdite. Le problème n'est pas là, car il y a 3 ans, elle et sa sœur ont quitté la montagne et leur ancêtre a averti en rêve de ne pas entrer dans la secte par des sorts. Quiconque veut revenir doit traverser la chaîne de montagne et Xiaohei demande si elle sait quelque chose sur cette soi-disant montagne empoisonnée. Yashin se demande si cette montagne n'est pas à 100 miles de leur secte car la façon dont elle en parle la rend beaucoup plus difficile à trouver. Chinger dit que l'emplacement du lieu ne cesse de changer, ce qui le rend super difficile à localiser. Avec quelques difficultés, elles l'ont trouvé, mais la montagne est pleine de miasmes et de bêtes, facile de s'y perdre. Xiaoyi dit qu'elles ont une maison mais ne peuvent pas y retourner et la secte de la rivière de sang a été une plaie, alors elles ne peuvent que courir vers leur secte pour obtenir de l'aide. Sans la mission, elles seraient rentrées il y a des lustres, car l'ancêtre est comme une mère pour elle, et elle est super inquiète de ce qui a pu lui arriver. Voyant la situation, le cerveau de Yeshen bourdonne, pensant que toutes ces configurations criaient à la gestion de catastrophe, devinant que Ruoxi s'est enfermé dans la zone interdite. Si c'est vrai, leur maître compte sur lui, donc briser cette malédiction et se rendre dans la terre interdite n'est pas impossible, mais s'il a raison, cela pourrait aussi déchaîner le chaos, et le pari le plus sûr est de s'infiltrer dans la secte par les montagnes, même si l'endroit est un peu louche. Ce n'est pas sorcier à trouver, le vrai problème c'est le temps que ça prendra, et sorti de nulle part, quelqu'un propose un raccourci. Yanner révèle que lorsque sa secte Zhuangji est née, un maître Bin lui a demandé de créer une porte Zhuangji liée aux 5 éléments du monde. Pour faire court, dites où vous voulez aller et boum, la porte ouvre un chemin. Mais quand son maître a disparu, elle avait tellement de choses à gérer qu'elle a complètement oublié ce gadget. Yeshen remarque que la jeune fille est toujours stressée et Zhao Hei dit « Bah, évidemment ». Qu'attendez-vous d'une secte de servantes impératrices? Alors maintenant, elles peuvent rebondir, mais Luan Yanner dit « Attendez une seconde, avez-vous seulement réfléchi? Pourquoi les ancêtres des 100 fleurs ont-ils fermé la montagne et nous ont-ils envoyés ici? Une seconde, elles ont le mal du pays. Ensuite, elles disent toutes « Allons-y », mais elles manquent la vue d'ensemble. Les deux tremblent de peur et Shingers dit « J'étais juste inquiète. » D'accord, Yanner est toute. Avec ce plan, l'ancêtre ne veut probablement pas qu'elle se mêle trop au moire de ça et elle a fait confiance à Yeshen pour veiller sur elle. Si elle est vraiment stressée, elle devrait juste rester à l'écart de ce désordre. Le MC pense que Yanner est une vraie chef, gardant les sœurs sous contrôle et elle a été d'une grande aide, mais il continue de l'énerver, ce n'est pas l'ambiance qu'il recherchait. En descendant les escaliers, Yishin a quelque chose à révéler, attrapant la main de la jeune fille. Elle fait « Aïe » et le MC dit « Écoutez bien, quand l'équipe des 100 fleurs est arrivée, j'ai changé de sujet, mais ce n'était pas intentionnel. » Sorti de nulle part, Luan Yanner le gifle, disant que c'est pour lui sauver la face. Pour lui, elle n'est qu'une fille qui fait une crise pour des broutilles. Mais bon, pas de rancune, je ne vais pas m'énerver pour ça. Yashen se dit « Pourquoi m'a-t-on ignoré plus tôt ?» Qu'ai-je fait? Yanner va tout déballer, demandant s'il a même pensé à lui demander de l'aide quand les sœurs des 100 fleurs avaient besoin d'un coup de main. Il a probablement voulu faire cavalier seul encore une fois et elle est toujours la dernière au courant, étant la disciple la plus protégée, mais ils avaient convenu, ils ne seraient plus seulement maître et disciple. Oh zut, maintenant c'est une vraie dispute de couple, se demandant quand il la verra comme une partenaire légitime. Le MC observe sans dire un mot et la jeune fille dit « J'ai entendu toute la conversation plus tôt, alors j'ai un plan et les ancêtres des 100 fleurs sont sourdes au problème. » Cette porte, Xuanji était sa création pour le trouver et seuls quelques-uns sont au courant. Et elle l'a déjà formé à l'utiliser pour qu'il puisse y aller. Elle l'attendra. Le MC, cependant, lui prend la main, faisant le saut pour se diriger vers les montagnes des esprits empoisonnés, disant que s'il y allait seul, il pourrait s'énerver et faire exploser l'endroit.
Donc elle doit le tenir en laisse si ça en arrive là et regarder ce moment romantique. Pendant ce temps, Aswan fixe un gigantesque bloc de glace disant que le maître et sa sœur sont portés disparus et l'ont laissé aux commandes. Waouh, cette fille aux cheveux blancs est toujours là et Aswan dit « Il est temps de te réveiller, marmotte, notre vidéo se termine ici. Si vous avez aimé, laissez votre like, à la prochaine, au revoir ».